pouvoir continuer à exister, UFO Conscience évolue et propose à ceux qui en veulent plus de souscrire à un abonnement qui donnera accès à des tas d'avantages. Mais attention, l'émission reste bien entendu gratuite grâce aux dons pour tout le monde, avec au minimum une émission par mois. Souscrivez dès maintenant à UFO Conscience via le bouton rejoindre et bénéficiez des avantages réservés aux membres avec accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Je partagerai mes vidéos en exclusivité 15 jours avant la sortie publique aux membres. Vidéos d'archives réservées aux membres. Je partagerai mes anciennes émissions. Vidéos exclusives. Je partagerai des vidéos inédites qui ne seront jamais rendues publiques uniquement pour les membres. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend en devenant membre pour seulement 4,99€ par mois, avec annulation possible à tout moment. Cette affaire avec les aliens, il y a 2 ans, en août 2019. J'étais dans mon jardin et je regardais comme ça la montagne et je vois, il est à peu près midi, je vois une sphère devant un pic des Pyrénées. Cette sphère, elle remonte au-dessus du sommet et puis elle redescend de l'autre côté. C'était une très grande sphère. Je vois sur le côté gauche un visage de profil. Il était fin, mince, avec comme une ligne transversale descendante sur la joue. American United States Army Air Corps acknowledged they had captured a flying disc. Donc après le rapport remis par l'officier d'enseignement Marcel, donc la base a émis un communiqué de presse dans lequel l'Army Air Force, qui était avant l'US Air Force, reconnaît qu'ils ont capturé un vaisseau spatial. That it would all come out 5, 10, 15 years later. Well, it didn't. Oui, en vérité, donc il a expliqué qu'il avait été forcé donc d'accepter, d'endosser donc l'hypothèse ou la théorie, la version du ballon météo, quand cette version du ballon météo a été substituée à l'hypothèse, à la déclaration initiale, donc qu'on avait découvert un vaisseau spatial. N'hésitez plus à rejoindre la chaîne pour retrouver les autres archives UFO Conscience, comme la disparition du vol 19 avec Elisabeth de Caligny, la rencontre du troisième type de Jean-Christophe Tal, ou encore les crânes allongés de l'archéologie interdite avec Brian Foster. Et retrouvez bientôt des vidéos inédites uniquement pour vous, membres de la chaîne. Manuel Virotte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans mon émission. Alors, Merci. tu es docteur en histoire contemporaine, diplômé de l'Université de Lyon, et tu es actuellement professeur dans le secondaire Histoire Géo à l'île de la Réunion, c'est bien ça, hein? Exactement, c'est ça, oui, voilà. Et alors, comment est venue cette passion pour le phénomène OVNI? Alors, comme je le dis souvent, en fait, je venais d'obtenir mon concours d'enseignement et j'avais passé un DEA à la faculté de Nice en histoire contemporaine et je cherchais un sujet d'étude à La Réunion. J'avais été muté à La Réunion. Je cherchais un sujet de thèse à La Réunion, sur La Réunion ou sur l'océan Indien. Et en fait, il n'y avait absolument rien qui me plaisait et je trouvais rien d'intéressant de mon point de vue. Et donc, comme d'un autre côté, en parallèle, les ovnis, c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup et qu'on pouvait en faire un sujet national et surtout qui n'avait jamais été en histoire abordé au niveau d'une thèse, eh ben, j'ai choisi donc de travailler là-dessus pour faire ma thèse de doctorat. Tout simplement. C'est comme ça donc que tu t'es intéressé à ce phénomène OVNI bien mystérieux, et on peut également rappeler que tu es l'auteur du livre OVNI sur la France des années 1940 à nos jours, l'investigation scientifique et militaire. Mais ce soir, tu vas nous parler de ton nouveau livre, ou du moins nous citer quelques cas de ce dernier, intitulé Les ovnis dans l'océan Indien chez JMG. Voilà, alors je tiens quand même à faire remarquer que mon précédent livre, en fait, c'est ma thèse de doctorat, et qui a été quand même remaniée, voilà. Et elle est publiée en 2 tomes.
Donc, OVNI sur la France des années 1940 à nos jours, Apparition et chercheurs privés, le tome le plus volumineux, et celui que tu as cité tout à l'heure, l'investigation scientifique et Ah ouais. militaire, donc c'est le tome 2. Voilà, donc c'est ma thèse, et à la suite de ça, j'ai rédigé pendant quelques années les ovnis dans l'océan Indien qui vient de paraître en fait, et qui donc est centré essentiellement sur le sud de l'océan Indien. Il y a de quoi lire, effectivement. Et je voulais te demander aussi, qu'est-ce qu'a donné cette thèse? Est-ce qu'il y a eu des remarques, des critiques? Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça? En fait, je pensais que ça allait être difficile disons, de soutenir un tel sujet à l'université. Et à mon grand étonnement, en fait, c'était plutôt très facile. Hein, j'ai démarché des directeurs de thèse à Paris. Bon, il y en avait un qui était le premier que j'ai démarché, il était moyennement chaud pour faire ce sujet-là. Et un deuxième à Lyon qui, lui, était par contre très enthousiaste. Et voilà, donc ça s'est fait très facilement. Et même si l'orientation n'était pas complètement celle que j'aurais voulu, j'ai pu donc traiter ce sujet. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré? Moi, j'ai fait ça d'abord pour mon plaisir. Hein. C'était essentiellement, à la base, c'était pour mon plaisir. J'ai commencé en 2009 et j'ai terminé en 2016. Donc, fin 2009-2016, ça m'a pris 6 ans. Et ça a été 6 ans de plaisir et pas 6 ans de travail. Donc, déjà, un grand plaisir. C'est vraiment ce qui me plaisait. Et voilà, donc c'était le premier objectif, en fait. Mais disons quand même que avant d'écrire cette thèse, tu connaissais un minimum le sujet. Oui, alors oui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, euh, mes parents étaient déjà intéressés par ce sujet-là et il y avait un certain nombre de revues Lumière dans la nuit. Donc, Ah, adolescent, je les ai feuilletés et c'est vrai que je suis tombé dedans un petit peu tout jeune et j'ai attrapé le virus, en fait. ah bah oui, ça se comprend un peu mieux là. On comprend un peu mieux les revues Mm. LDLN Lumière dans la nuit de Joël Ménard à l'époque. C'est ça, de Joël Ménard et puis de Raymond Vellit, hein, puisque les premières que j'ai lues, hein, les plus anciennes, c'était celles de Raymond Vellit quand il était directeur. Ah oui, Joël c'est Ménard, ça. lui, il prend la direction en 1988. Oui, c'est vrai que les toutes premières, Raymond Vellit, c'est ça. Et oui, pour revenir à cette thèse, donc tu disais, il n'y a pas eu de moquerie ou des petites critiques, tout ça, pas du tout. Absolument pas, absolument pas. On avait un jury, je me rappelle même plus combien il y avait de membres, 5 ou 6 membres du jury, et Ah ouais. donc c'était quand même des pointures dans leur domaine, et non, ils étaient tous très intéressés, et il y avait notamment aussi Jean-Pierre Rospard, hein, comme spécialiste de la question, Jean-Pierre Rospard qui a travaillé au GEPAN hein, pendant longtemps et qui est quand même reconnu dans ce domaine, qui était là, et voilà, non, non, au contraire, ils étaient tous très contents que ce sujet soit abordé à l'université en fait. On peut dire que les choses ont beaucoup évolué. On peut dire que les choses évoluent. On peut dire que les choses évoluent dans le bon sens. En France, évoluent assez vite aux États-Unis, mais en France, ça va dans le bon sens. Et dernière question là-dessus sur cette thèse, est-ce que tes élèves sont au courant de cette passion, et de tes livres? Alors absolument pas, j'en parle pas du tout, jamais. Ah, Si tu veux, c'est pas le lieu pour en parler en fait. Mais récemment, donc c'est vrai, j'ai été interviewé à l'occasion de la sortie de mon livre sur l'océan Indien par les quotidiens de La Réunion, les télés. Et c'est vrai que, bon, bah, du coup, ils sont tous au courant maintenant. Donc voilà, là, on peut plus cacher d'accord. ça. Et comment ils ont pris alors cette découverte? Ils l'ont bien pris. Oui, oui, ils aiment bien, ils posent des questions, ça les intéresse. Bon, je m'étends pas trop là-dessus, hein, c'est pas dans le programme, donc, mais Oui, c'est vrai que oui, tout à fait. C'est vrai que ça les histoire intéresse. géo n'a rien à voir avec l'ufologie, hein. Ouais, si tu veux, moi, ma spécialité, c'est l'histoire de l'ufologie. Donc, il y a quand même, il y a quand même une passerelle. Mais non, bon, on n'aborde pas ça, enfin, j'aborde pas ça Oui, au collège, dans les lycée, j'aborde pas cours. ça. Dans les cours, on ne Oui, peut oui. pas aborder ça. Malheureusement, c'est pas encore d'actualité. Mais en tout Oui, 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 cas, oui. comme tu le dis, donc les jeunes sont quand même très ouverts maintenant. Voilà, ils prennent ça avec une grande ouverture d'esprit, je pense, hein. Complètement, complètement. Les jeunes et les moins jeunes, hein, complètement. C'est vrai que ça change, les mentalités changent quand même. Hein. On rentre Mm. dans le vif du sujet. Donc maintenant, tu vas pouvoir nous expliquer, nous parler des cas qu'il y a dans ton livre, des cas dans l'océan Indien. On Voilà, t'écoute.
Voilà, alors donc, comme le dit l'intitulé, c'est très précisément, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passait à La Réunion, autour de La Réunion, dans l'environnement relativement proche de La Réunion, et donc dans le sud de l'océan Indien. Donc en fait, le livre, il traite de ce qui se passe à La Réunion, à Madagascar, des observations qu'on a pu avoir aussi dans le cadre au-dessus de l'océan, hein, par des marins, par des aviateurs. Et donc, bon, j'ai un petit peu élargi dans le cadre de ton émission, puisque tu m'as demandé de voir un petit peu ce qui se passait au sud de l'Afrique. Donc, je suis allé voir, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je suis quand même allé voir ce qui se passait en Afrique du Sud, au Mozambique, au Zimbabwe, au Kenya, donc dans les pays de la façade océan Indien, la façade sud-ouest de l'océan Indien. Voilà, alors donc déjà en préambule, je voudrais quand même dire sur quoi je me suis appuyé donc pour faire ce livre et pour, disons, pour dresser un petit peu un panorama de ce qui se passe dans le sud de l'océan Indien et dans le sud de l'Afrique, dans les pays du sud de l'Afrique. Donc c'est essentiellement les bases de données, hein, ça c'est très important, donc comme celle de l'ARIACH, donc une base qui regroupe des dizaines de milliers de cas, comme celle du catalogue Rosales, hein, qui est aussi un catalogue où on trouve beaucoup de rencontres rapprochées de niveau 3, le catalogue URE4 de Patrick Gross, la base de données RR0, donc rencontres rapprochées de niveau 0 de Jérôme Beau, et également la base de données du GEPAN, hein, dans laquelle on a beaucoup de cas qui concernent évidemment la France, mais donc la Réunion en particulier. Là, c'est vraiment une mine de cas pour la Réunion. Évidemment, la presse régionale, hein, les journaux locaux, le quotidien, le GIR, la presse étrangère également. Donc, on a notamment au Zimbabwe une revue qui a été éditée pendant longtemps à Harare dans les années 80-90 et qui de très bonne facture, hein, et qui reprend donc tous les cas qui sont localisés au-dessus de l'Afrique australe, en Afrique australe. Les archives également, hein, donc notamment celles qui sont déposées par le Sceau, l'association Sceau de Gilles Durand, donc qui récoltent des archives auprès de particuliers qui lèguent leurs archives et qui les déposent dans des centres d'archives comme les archives nationales, les archives départementales, certaines archives départementales. Et donc les archives de la gendarmerie également qu'on retrouve au niveau du GEPAN, hein, dans la base de données du GEPAN, et aussi des communications personnelles qui m'ont été faites, hein, de gens qui commencent à me connaître à La Réunion et donc qui m'appellent spontanément, qui me communiquent spontanément leurs observations. Donc, si tu veux, dans le cadre de cette émission que tu m'as demandé donc de préparer, donc j'ai un petit peu recensé les cas les plus intéressants qui sont dans mon livre ou qui ne sont pas dans mon livre, hein. Et j'ai fait, si tu veux, 3 rubriques. La rubrique crash d'OVNI, la rubrique abduction et la rubrique RR3, rencontre rapprochée de niveau 3, qui sont particulièrement intéressantes. Donc, il faut savoir que dans la zone, je parle du sud de l'Afrique, là, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, il y a vraiment énormément de cas. Donc, pas plus qu'en France, mais disons, il y en a autant proportionnellement probablement qu'en France. Et d'ailleurs, pour montrer que la zone est quand même riche en cas, l'un des premiers livres au monde à avoir été écrit, pas le premier, hein, mais disons, il doit faire partie des 10 premiers. C'est un livre qui a été écrit en Afrique du Sud, en langue allemande, par un homme donc, qui a écrit en allemand sur les observations sud-africaines, et rhodésiennes à l'époque, puisqu'à l'époque, on parlait de Rhodésie. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, donc, j'ai relevé au niveau des crashs. Alors, au niveau des crashs, il n'y a pas grand-chose, en fait, de très croustillant, on va dire, ou de très, très intriguant. On a la relation d'un crash au Mozambique en 1955. Donc, c'est la plus ancienne, disons, que j'ai trouvée dans la région. Donc, et là, ce cas, il est raconté par le Dauphiné libéré. Donc, l'une des premières sources qui a évoqué ce cas, c'est le Dauphiné libéré en 1960, donc le 5 avril 1960. Un disque orange aurait été vu donc survolant la ville de Beira au Mozambique. Donc Beira, c'est au centre du Mozambique, hein, sur le littoral, et qui aurait été vu atterrir, exploser. Et donc des petits êtres avant l'explosion en seraient sortis, il y en aurait eu 4, et se seraient enfuis dans la brousse. Donc voilà. Donc là, on a le Dauphiné libéré qui parle de ça et qui l'évoque à la suite du Dauphiné libéré, soit en s'étant servi de cette source de presse,
soit en ayant eu recours à d'autres sources. On a Jacques Vallée dans son catalogue d'atterrissage. On a Albert Rosales et on a d'autres bases de données qui l'évoquent encore. Après, on a aussi les crashs, beaucoup de crashs à La Réunion. Alors, ce ne sont pas des crashs de type Roswell ou de type Mozambique, comme je viens de citer. Ce sont ce qu'on appelle des crashs de rien. Hein, je crois que c'est Joël Ménard qui a popularisé cette expression, les crashs de rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a une observation, donc unique ou multiple, d'un phénomène, d'un objet, de ce qui est décrit comme un objet, qui a l'air apparemment en perdition et qui se crache à terre ou en mer et dont on ne retrouve rien. Donc à La Réunion, ce qui est assez étonnant, et ça je le relate dans mon livre, c'est qu'il y a au moins 8 crashs de rien qui sont recensés pour juste l'île de La Réunion, alors qu'en fait, au niveau mondial, il y en a quelques dizaines qui sont officiellement recensés et référencés, en tout cas par LDLN. Donc ça fait quand même une très grosse proportion. Et parmi ces crashs de rien, alors c'est essentiellement des crashs qui ont eu lieu dans les années, dans la deuxième moitié des années 70. Donc la deuxième moitié des années 70, c'est quand même, notamment 1978, c'est une année assez riche en observation, hein, notamment en RR3, observation rapprochée d'entités. Et en 1976, par exemple, à La Réunion, donc on a du côté de Saint-Louis, du côté des Avirons, c'est-à-dire sur la côte sud-ouest de l'île, on a l'observation donc des témoins, plusieurs témoins indépendants qui observent un objet au-dessus de la mer qui est en perdition, qui descend en laissant une traînée derrière lui et qui s'écrase en mer en faisant du bruit. Et là, il flotte pendant quelques minutes et l'eau tout autour de l'objet bouillonne. Donc, on a manifestement quelque chose de physique, ce n'est pas une illusion d'optique, ce n'est pas un phénomène psychologique. Donc, on a quelque chose qui s'est écrasé, l'eau bouillonne, et l'objet a l'air de dériver ou a l'air de naviguer perpendiculairement au littoral lentement, et puis finit par couler. Donc, c'est première observation intrigante. Il y en a eu une autre du même acabit un peu plus tard, en 1977, du côté de Saint-Gilles-Léo. Donc, à Saint-Gilles-Léo, pareil, on voit un objet en perdition qui s'écrase en mer. Et il y en a eu encore une troisième en 1978 du côté de Saint-Benoît. Donc là, pareil, les témoins voient une traînée qui s'abat en mer, ça bouillonne et ça finit par couler. Ils appellent la gendarmerie et aucune explication n'est donnée. Donc voilà. Donc ces crashs de rien, c'est quand même un phénomène intriguant parce que souvent les secours sont déclenchés, vont sur terre ou sur mer chercher des débris, chercher des rescapés. On appelle les aéroports. Est-ce qu'il y a un aéronef qui est manquant? Est-ce qu'un aéronef a été signalé en perdition? Et non, il n'y a rien du tout. Et donc, j'en viens avec le dernier crash à La Réunion, dernier crash de rien qu'on peut citer. Donc là, c'est un crash qui a été signalé par LDLN. Et j'ai rencontré les témoins de ce crash. Et donc là, c'est en 2000, si je me rappelle bien, c'est en 2006, donc nettement plus récent. Donc là, c'est des témoins, c'est une famille, hein, ils sont 5, donc un couple et leur enfant, un grand-parent des petits-enfants et une tante. Ils sont à Sillaos. Sillaos, c'est un cirque qui est dans l'île. Ils sont là, ils passent quelques jours de vacances. Et donc, au petit matin, ils vont partir en randonnée. Et la femme, la maman du petit enfant, elle regarde en direction de l'ouest, un lieu-dit qu'on appelle la fenêtre des Macs. Hein, donc, il y a un rempart, c'est au-dessus du rempart. Et elle voit ce qu'elle a décrit comme un losange argenté qui tombait en chute libre, en laissant derrière lui une traînée extrêmement large. Et donc, les autres regardent un petit peu plus tard. Le père, il voit la fin du phénomène. Le mari, il voit juste la traînée qui commence à se désagréger. Et ils appellent immédiatement la gendarmerie. Immédiatement, ils appellent la gendarmerie parce qu'ils pensent qu'un avion s'est écrasé. Donc, il faut absolument prévenir les secours. Les gendarmes, ils interviennent dans le quart d'heure ou la demi-heure. C'est extrêmement rapide. Ils arrivent, ils interrogent les témoins, ils les interrogent séparément et tout. Et donc, aucune explication n'est donnée. Mais finalement, les gendarmes, et comme la famille le constatera plus tard, la presse va s'emparer de la question, la télé, et également les astronomes qui diront finalement c'était une météorite probablement
de 20 cm de diamètre qui s'est écrasé, etc. Donc, bon, on aurait pu en rester là, mais le mari, qui était un scientifique, donc lui, bon, par différents moyens, il calcule la trajectoire, il calcule la largeur de l'objet, il calcule la largeur de la traînée, hein, par trigonométrie, ou en se servant de cartes topographiques, hein, du rempart. Donc, il arrive à calculer de deux manières différentes. Et il arrive à des dimensions de 50 à 100 mètres pour la largeur de l'objet et la traînée 100 à 200 mètres. Donc, c'est absolument considérable. Et il dit, voilà, donc il s'interroge et il dit, voilà, comment, est-ce qu'une météorite, peut-être, hein, est-ce qu'une météorite peut donner l'impression d'être un losange argenté? Est-ce qu'une météorite peut générer, de 20 cm peut générer une traînée de 100 à 200 mètres de large? Et voilà, et surtout, donc les secours sont déclenchés, donc les plans SATER, sauvetage sur terre, et SAMER, sauvetage en mer. Donc des bateaux sont envoyés sur zone, des gendarmes sont envoyés patrouiller dans la forêt des Macs qui est derrière le rempart, et on ne trouve absolument rien. Donc voilà, donc là c'est assez mystérieux. Est-ce que c'est une météorite? Probablement, peut-être, mais c'est pas certain non plus. Donc voilà pour les crashs, et donc à La Réunion, et donc avant ça, donc dans les années 80-90, on a aussi des crashs en Afrique du Sud, donc des crashs qui ont connu un retentissement considérable, notamment en 1989. Donc là, on a un crash allégué qui a lieu au Botswana, au sud du Botswana, donc il y a un pays qui est au nord de l'Afrique du Sud. Et donc, que s'est-il passé? Donc, d'après les documents, d'après les sources d'informations qu'on a, qui émanent essentiellement d'un homme qui s'appelait Groenen, James Hendrik van Groenen. Donc, d'après son information, il a dit qu'il tenait ses renseignements d'un officier de l'armée de l'air sud-africaine qui lui avait communiqué, un de ses amis. Donc, des chasseurs sud-africains seraient partis à la rencontre d'un objet qui aurait été détecté par le NORAD et par les radars sud-africains, et l'aurait abattu. L'objet se serait écrasé, il aurait été récupéré par l'armée sud-africaine, ainsi que des créatures. Alors, je ne sais plus si elles sont vivantes ou mortes, d'après ce qui a été dit. Et tout ça aurait été envoyé à la base de Wright-Patterson dans l'Ohio, donc la fameuse base du projet Blue Book, hein, la base qui concentre tous les artefacts supposés et toutes les entités, les humanoïdes récupérés. Donc, c'est une très jolie histoire, mais il s'avérerait… Oui. Justement, par rapport à ça, comment sait-on que tout a été envoyé dans cette base à Wright-Patterson? Alors bon, ce qu'il a dit, c'est ce fameux Van Groenen, donc un Sud-Africain qui à l'époque avait une trentaine d'années, et il semblerait, enfin c'est quasi, il y a un consensus, hein, des ufologues pour dire qu'il y a vraisemblablement un canular de la part de cet homme-là qui serait mythomane. Enfin bon. Ah, Donc on a des ouais. ufologues comme William Moore ou comme Cynthia Hint, donc qui est une ufologue assez connue dans la région, hein, qui a beaucoup écrit dans UFO Afri News, qui aurait donc analysé les documents transmis par Van Groenen et qui aurait relevé des erreurs typographiques par rapport à ce qui est attendu. Ouais. Donc, bon, alors Van Groenen Malheureusement, c'est assez douteux. Ouais. voilà, oui, non, mais c'est tout à fait douteux, mais je le signale quand même parce que c'est un Oui, il faut le crash signaler. voilà. Et Van Groenen a dit oui, effectivement, j'ai un peu embelli la réalité, mais le fond de l'histoire est vrai, elle m'a vraiment été racontée. Voilà. Ouais. Et rebelote en 1995, donc au Lesotho, donc là, un petit État enclavé en Afrique du Sud. Pareil, là, on aurait eu également donc un crash avec des récupérations de 3 êtres extraterrestres ainsi que d'un engin accidenté. Alors là, on ne connaît pas trop les sources, mais on soupçonne fortement Van Groenen d'être à nouveau à l'origine de ça. Bon, tout ce que je voulais signaler, moi, de cette histoire, quoi. Ouais. voilà, tout ce que je voulais signaler, c'est que en matière de crash, en matière d'histoire un petit peu rocambolesque, qui peuvent sembler abracabantresques, pardon, difficile à dire à 22 heures du soir, et il faut se méfier. Donc, on a information, on a ensuite désinformation, on a désinformation, on a information. On ne sait plus trop où on en est. Bon, là, il semblerait que ce soit un canular, mais on n'est jamais sûr à 100%. Voilà. Et dernière chose que je voulais rajouter par rapport au crash, à moins qu'il y ait des questions par rapport à tout ça. Alors, pas une question, mais j'aimerais bien, si possible, que tu relances ta webcam parce que depuis tout à l'heure, ça
Ça s'est détérioré, tu sais, au niveau de l'image. Le son est Donc, bon, mais par contre, l'image. Alors, il faut juste cliquer sur la caméra ok, je fais, voilà. et rappuie sur le bouton caméra pour voir si ça a changé ou pas. Voilà. Alors, pour l'instant, attends, voir. Ah, voilà. Là, je te vois quand même un peu mieux. D'accord, d'accord. En espérant que ça va rester comme ça. Donc, vas-y, tu peux continuer. Vas-y. Donc, je termine en fait par les crashs et je termine par le commencement, en fait, si tu veux. Alors là, c'est une histoire absolument incroyable également qui m'a été communiquée donc par une de mes connaissances à La Réunion, un ufologue amateur, qui m'a communiqué ça, que j'ai essayé de faire paraître dans mon livre sur l'océan Indien, mais j'ai envoyé cette histoire trop tard à l'éditeur et il était trop tard pour modifier, enfin pour l'intégrer au livre. Donc je te la donne quand même. Donc, Donc, c'est une histoire. On a le privilège d'avoir une histoire inédite qui n'est pas dans ton livre. Ça, c'est elle bien, n'est hein. pas dans mon livre. Alors, elle est sur ma page Facebook, hein, OVNI sur la France, mais elle n'est pas dans mon livre. Donc, je te la raconte. Donc, en fait, tout démarre en 1897 aux États-Unis. Donc, tu sais qu'en 1897 aux États-Unis, on a eu une vague d'airships, donc des navires aériens qui étaient observés par toutes sortes de témoins. Il y a Ouais, eu vraiment effectivement, et d'ailleurs, j'en ai fait une émission avec une personne, un chercheur qui s'appelle Olivier Gabriel, et nous avons fait une émission spéciale là-dessus, ouais. voilà. Donc, 1896, 1897, vague d'airship aux États-Unis, ouais. voilà. Donc, 1896 au-dessus de la Californie essentiellement et 1897 au-dessus du Middle West. Donc, la zone, elle s'est un peu décalée. Et donc, j'ai fait un article, hein, j'ai rédigé un article là-dessus dans Nexus, où je reprends très en détail, enfin très en détail, relativement en détail cette histoire. Et donc, ce dont je ne parle pas ni dans Nexus ni ailleurs, c'est qu'en 1897, donc aux États-Unis, on a un homme dans la région de Houston, donc au Texas, s'appelle Monsieur Olson, donc un immigré danois, qui est âgé à ce moment-là, qui doit avoir au moins dans les 80 ans, et qui, donc, comme il est, disons, dans cette dynamique d'histoires qui sont rapportées un petit peu partout aux États-Unis, d'observations incroyables de navires aériens dont on ne connaît pas la provenance et qui souvent sont associés à des ovnis, à des engins extraterrestres. Hein. À ce moment-là, déjà, hein, on commence à parler. Certaines versions, certains journalistes, certains témoins disent ce sont des habitants venus d'un autre monde. Donc, il faut le signaler hein, parce qu'on fait souvent, on fait souvent démarrer l'histoire des soucoupes volantes comme objets extraterrestres en 1947. En fait, c'est faux. L'association entre manifestations célestes intrigantes et provenance éventuellement extraterrestre, dès 1897, elle est faite par un certain nombre de personnes aux États-Unis. Oui, et Donc, puis il faut aussi préciser que les sceptiques voudraient nous faire croire que les gens ont été influencés par la littérature de science-fiction, tu sais, les comics, tout ça oui, aux oui, oui, bien États-Unis. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors qu'en fait, comme tu le dis très bien, 1896-1897, déjà les gens parlent de personnes en dehors donc de la Terre, extraterrestres. Oui, alors, c'est pas tout le monde, hein. Attention, hein. Dans ce qu'on relève dans les articles de journaux de l'époque, c'est une minorité des gens qui pensent que ce sont des visiteurs extraterrestres. Une majorité pense que ce sont des inventeurs géniaux hein, qui ont inventé, qui ont réussi à vaincre le plus lourd que l'air, en fait, à faire voler le plus lourd que l'air. Bon, mais quand même, une minorité, ainsi que des journalistes, pensent que ce sont des habitants venus de Mars ou venus d'une autre planète. Et donc, dans ce contexte-là, Monsieur Olson donc libère, si tu veux, se libère de ce secret qu'il a gardé, de cette aventure qu'il a vécue dont il n'a pas parlé. Il raconte qu'en 1862, donc il était marin sur un navire danois, le navire qui s'appelait Christine, hein, donc sur le Christine, il était marin, il traversait l'océan Indien. Il allait vers l'Australie. Et donc son navire fait naufrage du côté de ce que le journaliste appelle les îles Vergulaines. Donc les îles Vergulaines, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être les îles Kerguelen, hein, on n'a pas de localisation précise, mais c'est quand même très au sud, donc il est possible que ce soit les îles Kerguelen. Donc il raconte ça à un journaliste du Houston Post hein, qui s'appelle John Linder, et donc pour te donner les références. Et donc il dit voilà, on a fait naufrage et donc un certain nombre d'entre nous a survécu, peu d'entre nous ont survécu, quelques marins ont survécu. Et donc on s'échoue sur une île déserte, donc les îles Vergulaines, désolée, sans beaucoup de végétation. Il y avait de l'eau douce donc dans des vasques, hein, on a pu boire et survivre un certain temps.
Et il dit un beau jour dans la tempête, qu'est-ce qu'on voit? On est là au pied d'une falaise et on voit arriver un airship au-dessus de nous, qui a l'air en difficulté, qui a l'air en panne et En qui vient s'écraser perdition, ouais. en perdition et qui vient s'écraser sur une falaise à quelques centaines de mètres de nous. Donc ils sont là, ils sont terrifiés, mais bon, comme ils doivent survivre, comme ils cherchent par tous les moyens à survivre, ils se dirigent vers l'objet et donc ils arrivent finalement à l'atteindre. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Donc une épave d'airship et dedans, ils découvrent donc des géants, des hommes d'environ 3,50 m, qui sont morts, hein, ils découvrent leurs cadavres, et avec des cheveux soyeux, des barbes soyeuses, donc des poils comme des cheveux de bébé, ils disent. Et on découvre des boîtes, des sortes de boîtes avec des inscriptions étranges, avec de la nourriture, donc ils arrivent à se nourrir. Et il dit des marins sont totalement effrayés par ce qu'on découvre. Un marin se jette du haut de la falaise et meurt dans les flots. Donc ils sont complètement paniqués. Mais bon, certains arrivent quand même à surmonter tout ça et à se servir donc des restes de cet airship. Alors je ne sais pas si ce sont des restes métalliques ou d'une autre matière pour confectionner un radeau, une embarcation. Alors je ne sais pas trop comment ils font. Et ils arrivent à partir sur les flots. Ils sont récupérés par un navire au bout de plusieurs semaines, de plusieurs jours. Ils sont récupérés par un navire russe et leur aventure se termine comme ça. Et donc, le vieil homme raconte son histoire là, à John Linder du Houston Post et il dit j'ai gardé quelque chose comme preuve de ce qui s'est passé. Une bague, donc c'est une bague géante, une bague qui fait 6 ou 7 cm de diamètre, de circonférence, donc très grosse, une bague qu'il a prélevée sur le pouce d'un des êtres qu'il avait découvert là-bas. Et donc, John Linder prend l'objet, le fait analyser par tous les bijoutiers de Houston qu'il connaît. Et donc, les bijoutiers disent on ne sait pas ce que c'est que ce métal. Donc, John Linder, il cite le nom des bijoutiers. Il y a les noms qui sont nommés dans l'article. Hein, et on ne sait pas ce que c'est étrange. On n'arrive pas à identifier ce métal. Une Et donc, voilà histoire comment incroyable. une histoire complètement incroyable. Ouais. Et surtout, je ne sais pas comment il a fait pour la dénicher, la personne que je connais. Il est allé chercher dans les archives américaines qui sont en ligne, qui sont numérisées. Il a donc consulté les journaux, il a trouvé cette rubrique. Et donc, voilà, je l'ai consulté moi-même hein, et je l'ai traduit. Effectivement, c'est tout ce qu'il m'a raconté, tout ce que j'ai vu, je l'ai lu de source primaire, en fait. Donc, voilà Est-ce que l'on a trace de cette bague? Est-ce qu'on a une photo de cette bague? Ça, j'en ai aucune idée. Donc, c'était un journal de 1897. Il prenait pas de photos. On avait au mieux des illustrations, mais là, il n'y a pas d'illustration dans l'article que j'ai. J'imagine quand même que cette bague a été conservée et que certaines personnes ont pris des photos, peut-être même 20 ans, 30 ans, 50 ans après la découverte de cette bague. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. L'histoire pour moi s'arrête là. Il n'y a pas eu de suite. C'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. Je ne sais pas ce qui est devenu cet objet. Mais tu conviendras avec moi qu'il serait intéressant de retrouver cette bague pour justement appuyer ce cas. Oui, tout à fait. Mais tu sais, les artefacts qu'on découvre à l'occasion de crash ou à l'occasion d'observation d'OVNI, hein, il y en a quand même. Je lisais le dernier livre de Jacques Vallée, il y en a au moins une dizaine ou une vingtaine, enfin, il y en a un certain nombre. Et souvent, ils disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, Jacques Vallée, ça lui est arrivé en 1968, justement. Il avait un artefact supposé d'Ubatuba, le crash brésilien en 1957. Et il l'a perdu, donc comme il dit entre guillemets, je pense qu'il laisse sous-entendre qu'il se l'est fait voler. Donc voilà, ça disparaît souvent mystérieusement ce genre d'objet. Donc je pense que celui-là, il a peut-être connu un tel destin. C'est probablement entre les mains de services très secrets. On pourrait penser ça. Hein. Bah, je pense que ça va souvent dans les mains de gens qui cherchent à les exploiter. Donc ça, je pense que c'est une certitude. Hein. Ouais, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est la théorie la plus probable, si bien entendu ce cas est avéré, si bien entendu ce cas est réel. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, il faut le préciser, et ça tu en es bien conscient, même en étant l'auteur de ces livres, tu es bien conscient qu'en ufologie, il y a beaucoup d'histoires qui sont inventées. Eh bien non, pas tant que ça. Si tu veux. Pas tant que ça. Voilà. Ça c'est intéressant. Non. Ah ben, j'ai hâte de t'entendre. Je vais te citer deux sources pour confirmer ce que je dis.
Donc, le GEPAN lui-même dit que les canulars sont très peu nombreux en ufologie. Donc, Ah, le GEPAN, les différents directeurs, notamment Xavier Passot, le disent dans son bouquin ou le disent sur le site du GEPAN. Les canulars sont extrêmement rares, en fait. Et aussi le CVLDLN, le comité, le Cercle Vosgien Lumière dans la nuit, qui donc en son temps, dans les années 70-80, qui était notamment dirigé par Gilles Munch, qui est donc un ufologue très réputé et qui travaille notamment pour le GEPAN à l'heure actuelle, qui est en général sceptique comme ufologue, lui dit lui aussi que les canulars sont extrêmement rares. Ah, je vois où tu veux en venir, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas inventés, mais par contre, en revanche, il y a beaucoup de confusion. Ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que les histoires inventées, les fraudes de ce genre sont rares. Après, les confusions, oui, bah ça, évidemment, tout Ouais. ce qui est observation astronomique, il y a beaucoup de confusion, certainement. Peut-être une majorité, en tout cas pour les observations à longue distance, il est possible qu'il puisse y avoir beaucoup de confusion. Ça, c'est une certitude. Ouais. Mais voilà, les canulars sont rares, en fait. D'accord. Bon, ça c'est intéressant, c'est déjà bien, c'est un point sur lequel il fallait se poser quelques secondes, quelques minutes pour en savoir plus. Donc pour toi, les canulars sont rares, ça tu en es convaincu, ouais. Alors non, c'est pas pour moi, c'est Enfin, pour c'est pas la que plus. pour toi, ouais. Ouais, non, c'est pour c'est une donnée qui est reconnue par l'ensemble des ufologues en général, hein, et même parmi les plus sceptiques. Donc c'est pas pour moi. Moi, je fais que reprendre ce qu'ils disent. Et donc D'accord, voilà, c'est une réalité en fait. d'accord. Voilà. Alors sinon, je voulais donc aussi parler donc des abductions, donc puisque dans la zone, hein, puisque c'est aussi quand même quelque chose qui est quand même particulièrement intéressant dans la catégorie des observations d'OVNI. Donc, bah, je peux t'en parler dès maintenant. Vas-y, on t'écoute avec plaisir. Alors, l'un des premiers cas d'abduction qui semble avéré, c'est une affaire qui a eu lieu à Madagascar. Donc, à Madagascar en 1967. Donc là, on a un cas que je vais te citer qui a été enquêté par l'ufologue Henri Julien, donc qui est lui aussi très connu, hein, Henri Julien, il a écrit un livre. Alors, Henri Julien, si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un ancien du SDECE, l'ancêtre de la DGSE. Donc, Henri Julien, il a écrit un livre qui s'appelle Chasseur d'ovnis sous le pseudonyme de François Garde. Et donc, il était à sa retraite ou même durant son activité, sa période d'activité, il a été très intéressé par le phénomène OVNI et a enquêté là-dessus. Et donc, il a enquêté sur une affaire, sur un témoignage d'un légionnaire, d'un ancien légionnaire qui travaillait, qui était basé à Madagascar en 1967. Donc, la Légion étrangère est à Madagascar en 1967. J'en parle dans mon livre, hein. Ça peut paraître étonnant puisque Madagascar devient indépendante en 1960. Que fait la Légion étrangère en 1967 à Madagascar? Et il faut savoir qu'ils ont passé des accords avec l'État malgache, le nouvel État malgache, et ils ont le droit de rester dans la région de Diego Suarez, c'est-à-dire le nord du pays, donc d'avoir une base là-bas, de s'y entraîner, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a un légionnaire qui s'appelle Monsieur Wolf, on n'a pas son prénom, hein, qui est interrogé par Henri Julien. Son enquête est parue dans Lumière dans la nuit en son temps. Et donc, il raconte qu'ils étaient en patrouille avec une petite troupe, hein. Ils étaient plus de 20 légionnaires, hein, donc des officiers et de simples légionnaires. Et donc, ils sont dans la brousse malgache. Et en pleine journée, c'est le matin, ils sont là, ils se reposent dans une clairière. Et là, ils entendent un sifflement. Ils voient un objet en forme d'œuf qui descend, qui n'a pas l'air en perdition, mais qui descend, qui oscille, hein, qui est là comme en feuille morte, qui se déplace en feuille morte et qui finit par atterrir à se poser lourdement au sol. Donc, ils ressentent un tremblement, ils entendent un bruit, ils entendent un sifflement. Et là, temps manquant, ils sont victimes d'un missing time, hein, donc les légionnaires, la vingtaine de légionnaires. Et alors qu'ils auraient dû 2h30 ne sont plus dans leur emploi du temps. 2h30 ont disparu. Ils devaient faire des vacations régulières par radio avec leur base. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont loupé 3 vacations. Donc 2h30 se sont passées. Et que s'est-il passé? Ils n'en savent rien. Mais tout ce dont ils se rappellent, alors je ne sais plus si c'est sous régression ou ils en ont des souvenirs,
c'est que donc cet objet a atterri, c'était comme un œuf, il était très, très lumineux, très, très brillant. Et quand il a décollé, il se rappelle de son décollage. Donc, ils sont allés voir et ils ont vu qu'il y avait une trace profonde, circulaire, et qu'au fond de cette trace, la terre, la roche avait été vitrifiée. Donc, probablement une chaleur très intense. Et ils se rappellent aussi avoir eu très mal à la tête, avoir eu des vertiges au moment de l'observation. Et donc, ils rentrent à leur base où ils se font passer un savon par leur hiérarchie. Et pourquoi avez-vous raté 3 vacations? Donc, ils expliquent ce qui leur est arrivé. Et donc, alors on leur interdit, on leur impose un silence absolu sur ce qui s'est passé. Et on fait venir des enquêteurs de Paris, spécialement de Paris, pour les interroger. Donc, c'est dire, ça soulève pas mal de questions, qui leur imposent de garder le silence et sous peine de sanction. Et donc, voilà comment se termine l'histoire. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? C'est d'une part qu'il y a eu un phénomène physique, sifflement, des sons, la terre qui a tremblé, la terre vitrifiée, et surtout le fait que l'armée intervienne, que l'armée fasse venir des enquêteurs de Paris, ce qui montre l'importance qu'on accordait à cette affaire, et qu'on leur impose le silence absolu. Donc déjà, on voit que même à Madagascar, l'armée impose un blackout sur la question. Donc ça, c'est la première affaire. Donc ce missing time, puisqu'ils ont perdu la mémoire pendant 2 heures et demie. La deuxième affaire, je l'ai relevée en Afrique du Sud, donc en 1974. Donc là, le 31 mai 1974, il y a un couple, un homme et une femme, donc qui font la route depuis la Rhodésie, donc le Zimbabwe actuel, jusqu'à Durban en Afrique du Sud. Et donc, en pleine nuit, donc, ils franchissent le fleuve Limpopo, qui marque la frontière aujourd'hui entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et ils se rendent compte qu'un objet les suit, se rapproche et survole leur voiture. Et là, l'homme qui conduit la voiture perd totalement le contrôle de son véhicule. Il n'est plus maître de son véhicule. Sa voiture avance toute seule. La route qui est sinueuse, normalement, devient rectiligne. Et il se rend compte qu'il est à 145 alors que la vitesse, elle est peut-être limitée à 90 km/h. Donc, il n'a plus la maîtrise du véhicule, il ne sait pas ce qui se passe. Et finalement, l'OVNI s'envole, enfin, s'en va. Et donc, il reprend le contrôle du véhicule. Il a besoin de prendre de l'essence, il s'arrête. Donc, il discute avec le pompiste. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez remarqué ceci, cela? Le pompiste n'a rien remarqué. Donc, ils se disent peut-être qu'on a rêvé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils reprennent donc leur véhicule, ils reprennent leur route. Ils redémarrent. À nouveau, ils revoient le point lumineux qui s'approche. Ils sont survolés par l'OVNI. Et se reproduit exactement la même chose. Donc, ils perdent le contrôle du véhicule. C'est un petit peu ce que Éric Zurcher appelle l'effet dose. Enfin, c'est pas lui qui a appelé ça, mais disons que dans son dernier livre, il parle d'effet dose. Le temps a l'air de ne plus être réel, de ne plus s'écouler de manière normale. Les perceptions normales sont plus les mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet dose. Avec ce silence pesant comme Voilà. ça, qui entoure Voilà. le phénomène. Ouais. Et donc, se reproduit la même chose. Et donc, ils vont après cet événement, donc, ils vont témoigner auprès d'ufologues qui leur font faire une régression hypnotique avec des psychologues. Et donc, sous régression hypnotique, ils disent voilà, eh bien, on est survolé par l'OVNI, un rayon lumineux part de l'OVNI, un être arrive dans notre véhicule, intègre notre véhicule par ce rayon lumineux sur la banquette arrière, prend le contrôle et communique avec nous. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et c'est ça qui est important, ce que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est la première fois que je l'entends. Alors peut-être que ça existe, mais moi en tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler. Il leur dit voilà, nous sommes des extraterrestres, entre autres choses. Nous pouvons nous transformer en ce que nous voulons. Nous pouvons prendre l'apparence d'êtres humains, nous pouvons prendre l'apparence d'animaux, comme des canards par exemple. Donc il leur dit ça. Donc ça paraît incroyable, mais c'est la première fois et je n'ai jamais vu nulle part ce genre de référence, ce genre de relation. Donc le témoignage d'un extraterrestre qui communique avec des humains et leur dit qu'ils peuvent prendre l'apparence de l'être vivant qu'ils veulent en fait. Et c'est Donc, voilà. intéressant quand on sait que certains cas OVNI, certaines observations, l'OVNI se transforme, peut passer d'un triangle à une boule lumineuse, des choses comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je vais en parler d'ailleurs, dans un des cas que je vais évoquer un peu plus tard.
Donc, autre affaire plus classique, celle-là, donc en Afrique du Sud, toujours en 1988 cette fois. Donc là, c'est deux femmes qui roulent dans la région de Pretoria, la capitale sud-africaine. C'est la nuit, enfin, c'est au petit matin en fait. C'est au petit matin. Et donc, elles sont également survolées par un ovni, elles sont en voiture. Elles entendent un clic et là, donc elles ont un temps manquant également. Et elles se rappellent plus tard qu'à ce moment-là, elles se sont vues. Il n'y a pas eu de transition entre le clic et ce qu'elles ont vécu après. Donc, elles se sont vues monter une rampe à l'intérieur d'un objet, rencontrer des êtres humanoïdes qui les ont mis sur des tables, qui les ont examinés, qui leur ont fait subir donc, des examens médicaux. Alors, les êtres humanoïdes, ils avaient l'apparence d'êtres humains classiques, en fait, mais ils avaient les yeux bridés, la peau plutôt mate. Et, et donc, ils leur disent d'où ils viennent. Voilà. Donc, on a aussi ce genre de cas qui sont nettement plus classiques et qui ont été abondamment relatés dans les affaires d'abduction, notamment par John Mack, John Mack, Bud Hopkins, etc. Donc, c'est du plus classique. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour les affaires d'abduction. Et la dernière affaire dont je parle dans mon livre, cette fois, parce que celle-là, j'en parle pas de ce qui concerne l'Afrique du Sud, c'est une affaire qui a eu lieu à La Réunion. Donc, je connais très bien la témoin de cette affaire. Donc, elle, c'est une femme qui refuse absolument qu'on révèle son identité. Elle ne veut pas du tout qu'on parle de ça. Elle ne veut pas que j'en parle, sauf en ne dévoilant pas son identité. Donc, j'en parle sans dire qui elle est. Et donc, elle, depuis petite, enfin, c'est la deuxième fois. Ce qu'elle m'a raconté, l'affaire qu'elle a vécue à La Réunion, c'était sa deuxième expérience d'abduction supposée. La première, c'est quand elle était petite. Donc là, elle se rappelle très bien qu'elle était alors, je ne sais plus si c'était la nuit ou si elle était dans son lit ou non, mais je crois que c'est ça. Et elle se rappelle qu'elle s'est vue dans un champ, les herbes sont brutalement aplaties, elle s'est sentie aspirée dans un objet, et donc elle a vécu une expérience d'examen médical en quelque sorte. Et donc à La Réunion, il lui est arrivé à peu près la même chose. Donc là, c'est en 2007. Enfin, c'est ce qu'elle raconte en tout cas. Et elle dit, voilà, j'étais dans mon lit, c'était la fin de la nuit, mon mari était à côté de moi, et tout d'un coup, elle me dit, je sais qu'ils sont là. Et donc, j'essaie de réveiller mon mari, je lui donne des coups de coude comme ça, et il m'a raconté plus tard, il était réveillé, mais il n'arrivait pas à bouger. Il était comme paralysé. Et donc, pareil, donc elle se sent aspirée vers un ailleurs, en quelque sorte, qu'elle pensait être un objet. Et donc là, les supposés extraterrestres lui disent, écoute, n'aie pas peur, on n'est pas là pour te faire du mal, on te veut que de bien. Et ils prennent la voix de son mari. Donc elle me dit, voilà, pour ne pas me faire peur, parce qu'elle était terrifiée, elle ne veut pas en parler, ce sont des choses qui lui font très peur. Elle dit, ils prennent la voix de mon mari pour me rassurer, mais je sais qu'en fait, c'est pas mon mari. Et donc, examen médical de type gynécologique, etc. Et elle m'a dessiné, je peux d'ailleurs montrer, elle m'a dessiné ce qu'elle a vu. Et donc, ce n'est pas tellement habituel non plus, ce n'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment. Donc, c'est des entités au visage plutôt carré. Alors, je cherche dans mon livre, c'est ici, page 71. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle dessine. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Ce genre de visage, donc des paupières très larges, une petite bouche très fine, un menton carré. Ah ouais, effectivement, on voit Voilà. bien le visage de Voilà. l'entité dessinée. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, elle est absolument terrifiée par ça. Et elle est sûre que c'est réel ce qui est arrivé parce qu'elle ne dormait pas. Et elle pense même aussi que son fils subit le même genre de choses parce qu'elle a des phobies. Elle a des phobies. Et ce que John Mack, dans son livre, raconte souvent que ces gens, ces enlevés, ces abductés, ont des phobies, la phobie des insectes, ce genre de choses. Et elle, c'est exactement pareil. Tout ce qui est insectes, à gros yeux, tout ça, ça lui fait très peur. Et son fils, c'est pareil. Et son fils lui a raconté des expériences aussi de nuit qui pourraient s'apparenter à ce genre de choses. Donc, elle est convaincue qu'il y a aussi de génération en génération, il y a ce genre de choses. Et ça, John Mack le décrit aussi dans son livre, il dit que ce genre de choses arrive. Donc, voilà un petit peu pour la question des abductions dans la zone. Donc, il y en aurait également aussi ici, et pas seulement aux États-Unis, il y en aurait même dans l'océan Indien. Eh ben, sacrée histoire aussi. Il y en a des histoires quand même, mine de rien. Ah, On ben oui, pensait pas oui. qu'il y avait autant d'histoires incroyables comme ça dans ce coin-là du monde. Bon, il y en a partout. Il y en a partout, en fait. On se rend compte que
Quand on Oui, regarde les bases de données, en fait, ce qui fait la différence, c'est le fait que y a-t-il ou non des groupes pour enregistrer, pour documenter ce genre de choses. Donc, je pense que les observations sont là, que les phénomènes sont là, mais soit il n'y a pas ces groupes qui sont là, qui enregistrent tout ça, et donc qui permettent d'avoir des bases de données sur ces cas-là. S'il n'y a pas de groupe, eh ben, en fait, il n'y a pas d'observation, alors qu'en fait, elles sont là. Donc, c'est ouais. un petit peu le cas à Madagascar ou à l'île Maurice. À l'île Maurice, j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé une demi-observation, mais en fait, le problème, c'est qu'à l'île Maurice, à ma connaissance, il n'y a pas de groupement de recherche ufologique. Il n'y en a pas eu. Donc, résultat, on n'a aucune observation enregistrée. Alors qu'à Madagascar, il y a eu un groupe, le CREDO, hein, le Centre de recherche et d'études des ovnis, de M. Louis Rakoto Arijaona, qui a enregistré. Et donc, les observations qu'on a à Madagascar sont essentiellement le fait de ce groupe qui les a enregistrées grâce à ce M. Rakoto Arijaona. D'accord. Mais c'est vrai que, et puis, tu sais, on m'a souvent posé la question, mais comment que ça se fait qu'on n'entend jamais des cas africains? C'est comme si, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, mais on n'entend jamais parler des ovnis en Afrique, des rencontres du troisième type, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Eh Eh bien bien, là, c'est ce faux. soir, ouais, on a la preuve du contraire. Il y a beaucoup, beaucoup de cas. C'est complètement faux et parce que c'est juste une méconnaissance des cas ufologiques, des cas d'observation, parce qu'en fait, si on consulte les bases de données, hein, consulter simplement les bases de données en ligne, hein, moi je recommande celle de l'ARIACH, hein, qui est vraiment très bien. Euh, on en trouve plein. Je pourrais en citer en Éthiopie, je pourrais en citer en Côte d'Ivoire, je pourrais en citer faites enquêtées par Bertrand Meeus, notamment, je crois que c'est au Congo. Donc, il y en a, à mon sens, de mon point de vue, il y en a tout autant qu'ailleurs. Mais si elles ne sont pas enregistrées, on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins, mais c'est probablement pas le cas. Alors, est-ce qu'on Alors, pourrait continuer avec d'autres cas? oui, oui. Alors voilà. Donc après, j'ai référencé les cas, disons les RR3, les rencontres rapprochées de niveau 3, donc avec observation d'entités d'humanoïdes ou d'entités ufonautes, un pilote d'OVNI. Mhm. En Donc tout cas, c'est vraiment, je peux te le dire, je te le dis, c'est vraiment passionnant ces cas-là. Ouais, c'est ah très oui, oui, passionnant. Et puis, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il existe dans ce coin du monde autant de cas intéressants comme nous avons connus en France, aux États-Unis, en Europe, quoi, hein. tout à fait, tout à fait. Ce sont des cas de même nature. Et Alors, ça change un peu et ça fait plaisir. ouais. Alors, je peux citer, et je citerai aussi des RR2, donc des rencontres rapprochées de niveau 2, hein. Je rappelle qu'une rencontre rapprochée, c'est à moins de 150 mètres. De niveau 2, c'est avec traces, avec atterrissage, avec traces laissées dans l'environnement, ce genre de choses. Donc, la première RR2 qui est quand même notable, hein, qui est extrêmement connue, hein, en tout cas des amateurs d'OVNI, c'est la rencontre de Tananarive en 1954. Donc, la rencontre de Tananarive en 1954, c'est vraiment un cas, ce qu'on appelle un cas béton dans le jargon des ufologues, c'est-à-dire un cas qui est très solide, en fait, souvent parce qu'il y a des témoins multiples. Donc, ce cas-là, il a été pour la première fois rapporté par Edmond Campagnac. Donc, Edmond Campagnac, c'était un ancien directeur des services techniques d'Air France à Madagascar, un ancien pilote d'avion, un polytechnicien, donc quelqu'un de très sérieux qui travaillait à Madagascar. Et donc, il raconte, dans le cadre du GEPA, hein, il était aussi, c'est partie de l'association GEPA, le groupe d'études des phénomènes aériens de René Fouéré, de René et Francine Fouéré. Et donc, il raconte que le 16 août 1954, à Madagascar, donc il était 18 heures à peu près, hein, donc là, c'est l'hiver austral, hein, donc il commence à faire nuit à ce moment-là. Et il sortait de son bureau d'Air France, il était dans la rue, et il dit là, des milliers de gens, hein, dans la capitale malgache sortent à ce moment-là du travail et sont dans la rue. Et donc, cette observation a été probablement faite par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un phénomène lumineux donc, qui est divisé en trois parties, une espèce de lentille verte à l'avant, une espèce de fuseau central et des flamèches multicolores à l'arrière. Donc, qui survole la ville à basse altitude, hein. Donc, lui, les pilotes, il arrive à évaluer, hein, je ne sais plus trop, quelques centaines de mètres au-dessus de la ville, voire beaucoup moins, je ne me rappelle plus trop exactement. Et ce phénomène donc, survole la ville. Et au moment où il survole la ville, à relativement basse altitude, toutes les lumières de la ville s'éteignent à son passage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment, hein, dans les cas d'OVNI, les effets sur les machines, sur le,
sur les appareils électriques, hein, ce genre de choses. Donc là, les lumières s'éteignent et se rallument une fois que l'appareil est passé. Donc l'appareil survole la ville, fait un virage au-dessus de la ville, repart dans un autre sens et survole les faubourgs. Donc lui, je ne sais pas trop, il doit être à plus ou moins pas trop loin des faubourgs. Et donc là, il dit, il survole un troupeau de zébus. Les zébus sont en panique. On est près de l'aéroport, je pense. Et alors qu'en fait, il dit, à chaque fois qu'un avion atterrit ou décolle, les zébus, ça leur fait ni chaud ni froid. Tandis que là, ils sont complètement en panique, ils partent dans tous les sens, dans les enclos, ils cherchent à s'enfuir. Voilà. Donc le cas est intéressant aussi parce que quelques minutes plus tard, il est vu dans une localité qui est à 150 km de Madagascar au nord. Donc en quelques minutes, il a fait 150 km. Donc là, Joël Ménard, dans Lumière dans la nuit, il a établi la vitesse de l'objet. Il aurait fait dans les 4000 km à l'heure. Donc en 1954, en basse atmosphère, c'est une performance assez incroyable. Et donc ce cas a été quand même discuté, a été débattu parce que souvent on a dit Edmond Campagnac est le témoin unique, etc. Donc c'est pas valable, etc. Mais Joël Ménard, dans les années 80 ou 90, c'était en 1994, je crois, pour les 40 ans de cet événement, ou en 2004, je ne sais plus trop. Donc il a enquêté sur la question et il a retrouvé pas moins d'une dizaine de témoins de cet incident de Tananarive. Et donc, ce qui est aussi impressionnant dans cet incident, c'est que il s'est réellement passé, hein, avec tous ces témoins. Aucune relation n'est faite dans la presse, ni la presse francophone, ni la presse en langue malgache. Donc ça, c'est étonnant. Pourquoi y a-t-il eu un blackout sur l'information à ce niveau-là? Parce que même s'il y avait eu cette panne aurait dû être mentionnée, et ben on n'en retrouve nulle trace. Donc on a un problème. Et selon Edmond Campagnac, donc une enquête a été menée par l'armée de l'air, donc le général Fleurquin, qui a confié cette enquête, donc pour dire comme c'était important, hein, c'est le fait qu'on mène une enquête, ça veut dire qu'il y avait eu quand même ça avait provoqué beaucoup d'émoi dans la capitale malgache. Il confie cette enquête au révérend père Coz, donc je crois que c'était un jésuite, le directeur de l'observatoire de Tananarive. Et le père Coz, d'après Edmond Campagnac, a interrogé avec son équipe d'enquêteurs pas moins de 5000 personnes. 5000 personnes. Donc c'est considérable et ça montre une chose, ça montre que l'armée de l'air était très, très, très intéressée, on est en 1954, hein, avant la vague de 1954, déjà par ces phénomènes. Donc voilà, c'est ça que je veux montrer aussi, c'est qu'on a un intérêt très profond et très discret de l'armée pour ce genre de choses. Et jusqu'à Madagascar, l'armée donc va enquêter en profondeur là-dessus. 5000 personnes, c'est colossal. Au point qu'on peut se demander s'il ne s'est pas un peu trompé dans les chiffres, hein, quand même. Parce que pour interroger 5000 personnes. Ça fait beaucoup, beaucoup de Oui, témoins. oui. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le cas de Madagascar en 1954, donc il y a un cas très connu. Il y a un autre cas donc de rencontre rapprochée de niveau 2 avec effet physique encore, hein. C'est le cas de Louis Rakoto Arijaona, donc le fameux directeur du Credo, hein, donc qui est gendarme à l'époque en 1959 et avec son acolyte qui s'appelle André Kessler, je crois. Donc il parcourt la brousse malgache, ils patrouillent, hein, ce sont des gendarmes dans leur Land Rover et ils sont à 150 km au sud de Tananarive. Et donc là, dans la brousse, ils sont survolés ou ils tombent nez à nez avec un ovni en forme d'œuf, en forme d'avocat, hein, ça va rappeler des choses à des gens, hein, la forme de l'avocat, d'une cinquantaine de mètres de longueur et de 20 mètres de large. Donc on a affaire à un objet d'une taille considérable, hein. C'est 2 bus en fait, ou c'est 4 bus mis les uns à côté des autres. Et donc, il voit cet objet avec des hublots, donc comme un œuf, avec dans la partie supérieure des hublots, et il cherche à se rapprocher de l'objet. Donc, il s'arrête, et plus il s'approche de l'objet, plus ils ont des difficultés à avancer. Et il regarde leur montre, ils constatent qu'elle s'arrête, ils ont la migraine. Et en fait, ils sont comme stoppés par une force invisible, ils n'arrivent plus à avancer. Donc, ils reculent, et ils s'en vont, ils rentrent dans leur Rover, ils se mettent à l'abri sous les arbres, et l'objet décolle et les survole. Et ensuite s'en va. Donc là, on a. Et après, ils retournent sur les lieux et ils se rendent compte également qu'il y a une grande marque circulaire à l'emplacement où était l'objet. Donc on a vraiment des traces physiques, hein, qui indiquent une matérialité certaine de l'objet. Et on a le rapport de gendarmerie qu'ils ont fait, hein, donc Louis Rakoto Arijaona et André Kessler.
je l'ai reproduit dans mon livre. Et donc, on a vraiment quelque chose là d'officiel. Donc, voilà un peu pour ce cas encore qui concerne Mada. Alors, on a également des cas au Kenya. Donc, le Kenya également, hein, puisque tu parlais de pays d'Afrique, ben voilà, le Kenya. Et donc, dans un journal, donc le Nairobi Daily Nation de 1965, alors j'ai plus la date exacte, je l'ai, il faudrait que je la retrouve, mais je l'ai pas en tête là. Il nous raconte l'histoire de Michael Moudaki, donc qui était chez lui près de l'aéroport de Nairobi de nuit. Et donc pareil, donc il est chez lui et il voit un point lumineux qui est au loin, qui semble se rapprocher. Et finalement, il se rend compte que c'est un objet elliptique, hein, avec des hublots là encore, qui atterrit. 3 personnages en sortent. Et donc, quelle est l'apparence de ces personnages? Une apparence humaine. Hein, donc, ça non plus, c'est pas totalement. C'est assez fréquent à l'époque. Par exemple, en 1954, lors de la vague de 1954, qui touche le monde entier, hein, mais particulièrement la France et l'Italie, l'Europe de l'Ouest, on a beaucoup de mentions d'observations d'humanoïdes à proximité d'ovnis ou qui descendent des ovnis, qui ont l'apparence totalement humaine. Hein. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc lui, et il dit, ils avaient l'apparence d'une synthèse de toutes les races. Donc ils étaient, voilà, et c'est comme si c'était un mélange des races humaines. Et donc il lui demande de le prendre en photo. Donc ils veulent le prendre en photo avec une sorte d'appareil. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, donc ils le prennent en quelque sorte en photo. Un rayon rouge sort de l'appareil, le frappe au torse et le laisse complètement hébété, le laisse sans souffle. Il est donc pratiquement blessé par ce rayon. Et ensuite, il voit les êtres vaguement disparaître. Et après l'incident, il est entré en dépression, donc il a été très fatigué, il souffrait d'hallucinations, de perte d'appétit. Donc on a là un effet physique, un effet de type RR5, donc selon la classification de Vallée, RR5, c'est-à-dire des manifestations ayant entraîné des blessures. Donc on est à la limite, on n'est pas vraiment dans une blessure. On peut imaginer que c'est le contre-coup psychologique, hein, qui l'a affecté, qui a déclenché ce genre de choses, mais peut-être que non. Et donc là, on a un événement assez important puisqu'on a donc ce genre de choses. On a un peu la même chose à La Réunion. Donc, j'ai pas parlé je vais en parler un peu plus tard avec le cas d'Antoine Séverin en 1975. On a un peu de temps encore ou pas trop là? Ah oui, 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 on a tout le temps que Donc, tu veux, que tu souhaites. d'accord, d'accord. Vas-y. Donc, je vais un petit peu briser ma chronologie. Donc, je vais parler du cas d'Antoine Séverin en 1975 à La Réunion. Donc, à La Réunion, donc ça, c'est un cas extrêmement connu hein, du même acabit que Tananarive en 1954. Donc, lui, c'est un jeune homme hein, à Petite-Île en 1975. Et donc, le 14 février 1975, Antoine Séverin, il rentre chez lui, il travaille dans une épicerie. Et on est au niveau du Piton du Calvaire à Petite-Île. Hein, donc, ceux qui sont de La Réunion en connaîtront. Et donc, c'est une zone à l'époque qui est très rurale, hein, très, très champêtre. Aujourd'hui, c'est très urbanisé. Enfin, c'est assez urbanisé. Et donc, il entend des bip, bip, bip. Et donc, il parcourt il parcourt un chemin le long d'un champ. Et donc, il se retourne et il voit une soucoupe volante, une véritable soucoupe volante, hein, littéralement, qui est là dans le champ avec 4 humanoïdes. Un qui est dans l'appareil, qui le voit à travers la coupole, et un qui est sur une échelle, et 2 autres qui sont au sol, et qui semblent récolter des choses dans un cornet métallique, qui semblent récolter des choses à terre, et qui les mettent dans leur cornet. Et donc, ils s'approchent. Les personnages ressemblent à des bonshommes Michelin. Donc, lui, ils appellent les babas Michelin hein, en créole. Et quand il se rapproche un peu trop près, un des personnages se tourne vers lui et a des petites antennes sur la tête qui commencent à bouger. Et immédiatement, un rayon part de la soucoupe, le frappe de plein fouet. Et donc, il tombe à la renverse. Et après, il rentre chez lui. La soucoupe décolle dans un sifflement. Et lui, il rentre chez lui, il est hébété. Et pareil, il perd l'appétit, il perd la voix, il n'arrive plus à parler. Il est extrêmement fatigué. Donc là aussi, on a le même genre de manifestations, enfin de cas qui entraînent des blessures. Et donc, ce sont des cas qui sont quand même pas très fréquents à l'échelle de l'ensemble des observations d'OVNI de la planète. Donc là, ça va durer un moment. Là encore, la gendarmerie va enquêter longuement hein, pendant des semaines et des semaines. Ils vont essayer de l'amener sur le champ. Quand il va arriver sur le champ, il sera comme bloqué par une force invisible. Il n'arrivera pas à rentrer sur le champ. Donc, il va donner des indications et les gendarmes pourront aller sur les lieux.
Voilà. Et il a été très marqué par son histoire. J'ai essayé de le rencontrer parce qu'il est toujours vivant, hein, et parce que je connais quelqu'un, une de ses voisines en fait, et non, il veut plus en parler. Il a eu trop de problèmes avec ça. Par contre, ce qu'il dit, enfin ce que m'a dit sa voisine, hein, c'est qu'il a été littéralement transformé par son expérience. Donc lui qui n'était pas trop intéressé par tout ce qui est problème, problème métapsychique, métaphysique, ce genre de choses, eh bien là, il s'est intéressé à la Bible, il a lu toute la Bible, il a beaucoup Au réfléchi, changement, changement climatique, toutes ces choses-là. ce genre de choses, un changement de conscience en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est à noter et c'est ce qu'on constate souvent, hein, dans les affaires d'abduction, dans les affaires d'enlèvement, notamment cette personne dont je parlais tout à l'heure à La Réunion qui allègue avoir été abductée plusieurs fois. Alors elle a radicalement changé, hein. Moi, je la connaissais bien avant, je l'ai connue bien et je la connais toujours bien depuis. Et entre le avant et le après, c'est absolument incroyable, quoi. C'est deux Ça, personnes différentes. ce sont deux personnes différentes. Ce sont des gens qui étaient d'une certaine manière et qui ont pris conscience des problèmes environnementaux, qui ont pris conscience des problèmes de la vie, de l'importance de la vie, de ce genre de choses. C'est absolument impressionnant. Ah bah, Et je suis pas du tout surpris, oui, oui, en effet, hein, voilà. c'est ça, hein. Et, C'est et ce qu'on John Mack, constate dans les cas d'abduction, c'est ça. exactement. John Mack décrit ce genre de choses et c'est quasiment tout le temps le même schéma qui se reproduit. Donc bref, on a ce cas donc avec Antoine Séverin, avec des blessures ou en tout cas ce qui pourrait s'apparenter à ce genre de choses. On a aussi le cas de Luce Fontaine, donc là qui est extrêmement connu. Là, je reviens un petit peu en arrière en 1968. Donc là, on est le 31 juillet à La Réunion. Ah oui, alors Luce là, Font- c'est le cas le plus connu, le Baba Michelin, là. Avec Baba Voilà, donc Michelin, c'est le cas le plus connu à l'île de la Réunion. voilà. Donc je vais pas le redétailler puisque je pense que tu en as déjà parlé. Oui, Donc tu peux en parler quand même, le bon, survoler. Ouais. je le survole. Ce qui est intéressant dans ce cas, donc, c'est que lui, au-delà de l'apparence de l'objet, hein, qui, comme dit Eric Zurcher, est très baroque, hein, on a un objet extrêmement bizarre, hein, donc qu'on rencontre une fois, hein, je ne sais plus trop quand, mais il y a eu un cas jumeau, hein, comme disait Joël Ménard. Euh, bon, au-delà de ce fait-là, ce qui est important dans l'affaire Luce Fontaine, c'est que suite à son observation, on a passé la zone au compteur GGR, on a détecté une radioactivité élevée et anormale. Sur la face antérieure de ses vêtements, la face exposée au phénomène, on a constaté une radioactivité aussi bien supérieure à la normale. Et ce qui est intéressant et ce qui est peu relevé, à mon avis, et ce dont on parle assez rarement, c'est qu'Antoine Luce Fontaine, il a saigné du nez 4 fois environ par 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre quoi? Ça montre qu'il a certainement reçu une irradiation massive ou un rayonnement ionisant massif qui a affecté son corps, en fait, et donc on a bien une manifestation physique. Voilà. Donc, et ça, on le rappelle assez peu souvent. Et ça se traduit dans certains cas, comme par exemple l'affaire de Téhéran, hein, quand on a les chasseurs qui partent à la poursuite d'un ovni au-dessus de Téhéran en 1976 et dont les commandes de tir sont complètement bloquées alors qu'ils arrivent à proximité de l'ovni. Eh bien, quand le pilote d'avion, on le fait descendre de son avion, il est pris en charge par la sécurité et par des médecins, on lui fait, il s'appelle Parviz Jafari, on lui fait immédiatement des analyses de sang pour voir un petit peu comment il coagule. Et il a des difficultés à coaguler. Donc, à proximité des ovnis, on a bien donc des rayonnements électromagnétiques de quelle nature, on ne sait pas trop, mais en tout cas qui sont extrêmement néfastes pour le corps humain. Donc ça, voilà, on a ce genre de choses avec Luce Fontaine en 1968. Je vais juste parler de deux cas importants et après j'en aurai fini avec ça. Deux cas qui sont quand même aussi révélateurs et encore d'une autre nature. Donc c'est un cas qui a eu lieu en Afrique du Sud en 1972. Donc je vais le résumer assez vite, hein. Donc là, on est du côté de Port Elizabeth, on est à l'est du Cap, hein, on est environ quelques centaines de kilomètres à l'est. On est dans la province du Eastern Cape, donc le Cap de l'Est. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en journée et sur une ferme. Et là, il y a un ouvrier agricole donc, qui signale à son patron. Regarde, patron, le patron s'appelle Smith. Alors, Smith, son prénom, c'est comment? C'est Bernie Smith. Et il voit une boule au-dessus de la cime des arbres, donc à quelques mètres au-dessus des arbres, hein, comme ça, qui circule, qui se déplace lentement. Il lui dit, regarde cette boule. Et donc le patron, qu'est-ce qu'il fait? Donc il observe la même chose. Il prend son fusil, il tire 8 fois dessus, sans aucun résultat. Donc là, ils appellent donc immédiatement la police.
et la police met 1 heure à intervenir. Donc l'observation, elle va durer pendant 1 heure, hein. La boule atterrit et que fait la police quand elle arrive? Donc 1 heure après, ils sortent de leur voiture et ils tirent immédiatement sur l'objet. Donc tout le monde tire sur l'objet, sans résultat. Et que fait l'objet? Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il change de forme, il change de couleur, il change de forme, il prend l'apparence d'un tambour et donc à ras du sol, il part dans la forêt, donc qui est juste là, avoisinante de la propriété, de la ferme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils entendent les bruissements des feuilles, ils entendent les bruissements des branches qui sont cassées, vraisemblablement au passage de l'objet. Et donc, ils seront plusieurs témoins, là, ils seront 4 témoins. Et il y aura en plus 4 ou 6 autres témoins donc, qui auront observé depuis le village l'objet avec des jumelles. Donc, tu vois, là aussi, donc, c'est un témoignage intéressant parce que là, les humains, donc, au contact de ces manifestations intrigantes, parfois tirent dessus. Et donc, ce n'est pas la première fois, hein. On a aussi des cas comme ça aux États-Unis qui sont référencés, notamment en 1967. On a des cas au Brésil, je crois que c'est en 1971, au barrage d'Itatiaia. Et on a quand même un certain nombre de cas de par le monde où, en France aussi, on a ce cas-là, en 1954, où des êtres humains tirent sur ces objets-là. Voilà. Donc, c'était à signaler. Et dernier cas donc, qui montre encore une fois l'intérêt de l'armée, donc là, l'intérêt vraiment aigu et très important de l'armée sud-africaine, comme toutes les armées en général, hein, pour cette catégorie de phénomènes. Donc là, on est en Afrique du Sud en 1996, il est 4 heures du matin, on est dans la région de Pretoria, là encore une fois. Et donc, un officier de police signale un objet circulaire avec en son centre un triangle. Donc, qui vole, là, on est au petit matin, il est 4 heures du matin. Donc, il signale ça à sa hiérarchie. Donc, les policiers, les forces de police se mettent à la poursuite de l'objet. Et il est dit hein, dans les rapports, hein, donc, encore une fois, qui sont tirés des sources que j'ai citées au début, que 200 policiers, donc là, on a du mal à croire le chiffre, hein, ça ferait 40 voitures, ça paraît énorme, 40 ou 50 voitures, donc se mettent en chasse de l'objet hein, au volant de leur voiture, et un hélicoptère décolle. Et donc, ils poursuivent l'objet pendant 1 heure, et finalement, l'objet donc monte à une altitude trop haute pour l'hélicoptère, et l'hélicoptère est à court de carburant, et ils abandonnent la poursuite. Mais donc, c'est pour dire que ce ne sont pas considérés comme des phénomènes mineurs, hein. Là, quand on a 200 policiers et un hélicoptère qui sont à la poursuite de l'objet, c'est que vraiment, on a des consignes pour mettre le paquet dans ce genre d'affaires. Oui, mais alors Voilà. là, la question c'est, est-ce que c'est possible qu'il y ait 200 policiers? Oui, là ça paraît incroyable. Ça Mais paraît un peu exagéré, mais en même temps, ouais. ça me rappelle un cas aux États-Unis. Je ne sais plus quel État exactement. Je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a eu un État américain, une ville américaine. En tout cas, c'était un comté, le comté de je ne sais plus comment il s'appelait, où il y avait des tas de policiers en voiture qui poursuivaient un ovni. Mais Oui, c'était alors pas ça, 200, c'était pas 200 policiers, non, c'était peut-être, non. allez, on va dire maximum 10 voitures de police, quoi, hein. Alors je crois que c'est le cas de Hillsdale au Michigan en 1965 ou en 1967. C'est un cas qui a été enquêté notamment par Joseph Allen Hynek. Et voilà, donc Ah, je crois l'affaire. que c'est encore un autre cas. Encore un Ah, autre d'accord. cas, tu sais, qui est beaucoup plus récent. Je crois qu'il date de 95, quelque chose comme ça, mais Ah je ne ouais, sais donc plus voilà, le nom, hein. je connais pas là. Ah, comme quoi, ça s'est répété, ces choses-là, hein, que Ah oui, la oui. police poursuit des ovnis, ça s'est répété partout dans le monde, dans beaucoup de pays du monde, en fait, ça. Exactement, exactement. Et celui dont je te parle, là, donc de 1987 en Afrique du Sud, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'OVNI, à un moment, libère des tentacules verts très lumineuses. Et là, c'est ce qu'on appelle les ovnis méduses. Les ovnis méduses, on en a eu un certain nombre de cas, et notamment à Petrozavodsk, en URSS. Alors là, je crois que c'était au début des années 70, en Carélie. Hein, la Carélie, c'est le nord-ouest, c'est vers Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de Saint-Pétersbourg. Et pareil, là, une photo a été prise à cette occasion, et on voit ces ovnis en forme de méduse, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà été observé ou qui sera observé plus tard. C'est étrange, ouais. Ça, en forme de méduse, Mm. ça aussi, ouais, c'est vrai que c'est des choses. Il y a des cas comme ça, mais par contre, j'en connais pas beaucoup des cas comme des méduses. Mais bon, c'est vrai que c'est étrange, hein. Ça doit être étrange à voir.
Voilà, mais en fait, voilà un petit peu tout ce que j'ai préparé, tout ce que je pouvais dire sur la zone océan Indien, sud de l'Afrique. Voilà un petit peu un panorama des cas les plus intéressants. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres et on peut en trouver de tout aussi intéressants à l'appel, en fait. Oui, et qu'on peut retrouver dans ton livre, c'est fait pour ça d'ailleurs, hein. Exactement, exactement. Et alors, en ce qui te concerne, est-ce que tu as déjà fait des observations, de belles observations ovni ou disons inexpliquées? Oui, alors écoute, comme disait Joël Ménard, les ufologues ils n'aiment pas du tout témoigner de leurs propres expériences parce que ça fait pas sérieux, parce que ceci, parce que cela. Et c'est vrai que moi, j'en ai jamais parlé publiquement, mais bon, je peux te le dire, hein, à vrai dire, ça, Ah ça bah me, oui, ça me fait, ce ça me fait ni serait chaud ni chaud ni froid d'en parler ou non. Mais oui, et j'ai toujours, on a eu plusieurs expériences. Quand je dis on, c'était toujours avec les mêmes personnes, donc ce qui est assez curieux. Je sais pas s'il y a ah! un lien, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, Alors ce soir, mais nous avons un scoop pour UFO Conscience, on oui. t'écoute. Alors je vais t'en dire une, la plus marquante en fait, que j'ai faite avec ma femme et ma sœur. Donc ma femme et ma sœur étaient souvent là. Alors ce qu'on a fait des observations, on a dû en faire trois, quatre, mais celle-là c'est la plus marquante. Et donc on était à Menton, donc Menton à côté de Nice, hein, sur la frontière italienne, c'est là où on habitait avant. Et donc, je crois que c'était en 2004 par là, hein, donc c'était assez récent. C'était un dimanche, je me rappelle très bien, il faisait gris. Le temps était gris, hein, il n'y avait aucun soleil visible, le soleil était au-dessus de la couverture nuageuse. Et au-dessus de la mer, donc nous, on était face à la mer, donc à environ 10 degrés au-dessus de la mer. Alors, à quelle distance, ça, je ne saurais pas dire, hein, mais en tout cas, c'était pas très haut au-dessus de la mer, 10 degrés environ. On a observé un point rouge avec deux filaments argentés, torsadés, de part et d'autre. Et donc, on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ça ne pouvait pas être un reflet du soleil sur un hélicoptère, puisqu'il n'y avait pas de soleil, donc il faisait gris. Et les filaments argentés ont commencé à disparaître depuis les extrémités, comme se dématérialiser, en fait, progressivement, jusqu'à atteindre le centre, le point rouge, qui a disparu comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. On ne sait pas ce qu'on a vu, mais voilà, donc c'est littéralement un ovni, en fait, ou un phénomène Énigmatique, un phénomène, aérien non voilà, identifié, voilà. objet volant non identifié, c'était ça que tu as vu, voilà. Voilà, donc on a vu ça et c'est quelque chose qui, oui, oui, qui nous a très étonnés, en fait, hein. Bah oui, ça peut se comprendre. Et est-ce que tu as Mmh. déjà vécu des choses d'ordre, paranormal? Non, personnellement, moi, jamais, absolument pas. Aucune chose comme ça Non, non, depuis non, ta rien du tout, non. naissance, même Non, non, étant enfant, rien d'étrange, quoi? jamais, jamais rien d'étrange, non. D'accord, d'accord. Et je voulais savoir, puisque nous sommes dans cette période un peu de alors je vais pas utiliser le mot divulgation parce que pour moi ce n'est pas une divulgation, mais disons que c'est une évolution, hein. Je préférerais utiliser ce terme, d'évolution en ufologie étant donné que les journalistes en parlent de plus en plus de façon sérieuse, surtout aux États-Unis avec tout ce qui s'est passé avec Oui. le Pentagone, toutes ces choses-là. Toi, quel est ton point de vue là-dessus, sur cette évolution? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une divulgation ou bien tu penses que... Enfin, ouais, dis-nous voir. Voilà. Alors écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tant qu'historien, la divulgation attendue, la révélation, le contact annoncé, ça fait 5 ou 6 décennies qu'on l'annonce. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque époque, les ufologues d'une génération ont l'impression que la divulgation est pour demain, et pour après-demain, et pour bientôt. Et elle n'arrive jamais, en fait. Donc, moi, je pense que, par contre, il y a des périodes, effectivement, qui sont fastes pour l'ufologie, parce qu'il y a des vagues, parce que la presse s'empare de la question, parce que la presse aborde ça de manière neutre ou de manière objective. Il y a des périodes qui semblent plus favorables et des périodes où au contraire, on a un retour en arrière par exemple, les années 70 sont une période très faste. Ah oui. Voilà. Les années 50, en France en tout cas, La vague de c'est 54, ça, oui, il y a le une 5 vague, mais par contre, novembre. ouais, il y a une vague, mais par contre, les rationalistes, quand même, sont ceux qui ont, c'est la pensée dominante. Donc, il y a des moments d'ouverture, il y a des moments de fermeture. Là, on est dans les années 80 sont un moment de fermeture. Là, on est dans un moment d'ouverture. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on est dans un moment d'ouverture.
Est-ce que ça va déboucher sur une révélation ou quelque chose de ce genre-là? J'en ai aucune idée. Mais Et c'est comme vrai qu'on est dans un comme monde tu ouvert. disais tout à l'heure, à l'instant, là, tu disais, les journalistes en parlaient beaucoup quand il y avait de grandes vagues. Ah Mais oui, là, il y a une chose quand même qui n'est pas, comment dire, qu'on n'a jamais vécu en fait, hein. C'est-à-dire que les journalistes en parlent beaucoup, sauf qu'il n'y a pas de vague. On n'est ben, pas c'est dans là où une période de grande vague et pourtant les journalistes en parlent de plus en plus sérieusement. Bon, alors, est-ce que c'est parce que justement, tu sais, avec ces vidéos de la Navy là, qu'ils ont écoute, entre guillemets divulgué, est-ce que c'est parce que l'armée en a parlé de façon sérieuse que justement les journalistes ont suivi derrière, et puis ils se sont dit bah tiens, si l'armée américaine en parle, nous aussi on va essayer d'en parler sérieusement, quoi. je pense que tu te trompes et je pense que pas grand monde a Ah mais vu non, Non, mais c'est une écoute, question non, que non, je mais te je vais pose, te hein. dire, tu me dis qu'on n'est pas dans une vague. Ben, moi, je pense le contraire. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça. Si tu observes bien les bases de données, moi, j'ai observé la base de données du MUFON et la base de données du NUFORC. Donc, ce sont deux organisations américaines. Et tout est parti, en fait, d'une réflexion de Jacques Vallée. En 2017, Jacques Vallée donne une conférence à l'EMI avec Bertrand Meust et on lui pose la question est-ce que le phénomène ovni est toujours aussi fréquent qu'à l'époque, dans les années 70 ou par exemple dans les années en 1967 ou en 1954? Il dit le phénomène ovni est massif à l'heure actuelle. Donc là, il parle en 1917 et il dit il y a à peu près 400 cas d'observation pour les seuls pays anglo-saxons par mois qui sont référencés. Et donc, moi, j'ai vu ça dans la brochure de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Donc, j'ai lu ça et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis penché sur la question. J'ai consulté les bases de données donc, qui référencent au niveau mondial hein, chaque mois ou chaque année les cas d'observation. Et disons, entre 2010 et 2017, à peu près au milieu des années 2010, on est dans un pic d'observation d'OVNI. Donc, quand on considère la base du NUFORC, on est à, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je ne sais plus si c'est en milliers ou non, c'est en milliers. Je crois qu'on est autour de 8000 cas par an. Alors Et ça, écoute ouais. bien, hein, ça correspond à un pic de vague. Donc, c'est passé inaperçu. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que la presse n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi la presse n'en parle pas, je ne sais pas. Mais dans ces pics d'observation, on n'a pas que des observations à longue distance, hein, des lumières nocturnes ou ce genre de choses. On a beaucoup d'observations d'entités, de ce genre de choses qui sont rapportées. Donc ça, c'est dans les bases du MUFON et dans les bases du NUFORC. Autour de 2015, on est sur le pic d'une vague. Ah, et tu Donc, parles d'entités, ça c'est en quelle année les entités là? Tu dis eh qu'il ben, y a je te dis, encore, à bien l'heure sûr, actuelle, il y a bien encore sûr, des entités bien qui sont sûr. observées. Consulte les bases du MUFON et tu verras que chaque mois, tu as, mettons, bon, là la vague a baissé d'intensité. Là, on est en 2000, depuis 2018, 2019, elle a baissé d'intensité. Mais il y a toujours, Ah. quand tu consultes la base mensuelle du MUFON, hein, qui est publiée par le MUFON France et Belgique, chaque mois, ils publient leurs données. Tu as sur 400, parce qu'on est aux alentours de 400-500 cas maintenant au niveau mondial, tu as par mois, hein, tu as une dizaine ou une douzaine d'observations d'entités. Après, tu as toutes les formes qui sont observées, des diamants, des cercles, des ronds, des disques, des cylindres, ce genre de choses. Donc, tu as tout ce genre de choses. Et donc, autour de 2015, j'ai aussi consulté la base du GEPAN. Hein, et c'est à peu près pareil. Hein. Pour les cas français, je considère tous les cas A, B, C et D. Hein, je ne prends pas en compte les D ou les soucis. Je prends tous les cas rapportés. Et ben, tu regardes, tu fais un inventaire des cas depuis que le GEPAN les enregistre. Et ben, tu as des vagues. Et autour de 2010-2015, tu as une vague, tu as un pic de vague. Donc, on vient de franchir une vague. Et comme par hasard, c'est là que les journalistes s'emparent de la question. C'est là que l'armée divulgue un peu plus ces choses. Et dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Au moment où il y a une vague, par exemple en 1965, 66, 67, 68, notamment aux États-Unis, c'est là qu'ils ouvrent le projet Blue Book. Et ben parce que c'est là qu'on a beaucoup de cas, on a plein de cas, on a des observations d'entités, parce que la presse en parle, parce que les politiques disent mais qu'est-ce que c'est que cette Ouais. histoire, parce que les citoyens interpellent leurs politiques. Et donc l'armée dit bon, il faut faire quelque chose,
on va nommer une commission d'enquête, la commission Condor, qui va examiner les données du projet Blue Book, et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Donc, à chaque fois qu'il y a une c'est vague… bien, ouais, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que, comme tu disais, les cas là, intéressants, tu sais, en rapport avec la Navy, et là, je parle Oui, du fameux tic-tac, toutes ces choses-là, c'était entre 2004 et 2017. Donc, exactement. effectivement, le temps que tout ça, comment dire, a été C'est ça, suivre analysé, son cours, oui. voilà, que ça a bien été analysé par l'armée et compagnie, et que maintenant ils ont sorti, si je puis dire, comment on pourrait dire, ils ont sorti enfin voilà, il n'y a pas eu de secret là-dessus, ils ont divulgué en quelque sorte ces cas-là, mais est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou est-ce qu'il y a eu une fuite? Bon, ça, on peut se poser la question par rapport à ça. Mais en tout cas, maintenant, ils en parlent beaucoup plus facilement qu'avant. Mais ça reste quand même comme avant, c'est-à-dire à l'époque du projet Blue Book, circuler, il n'y a rien à voir, et ils ne vont pas dire que c'est extraterrestre. Ils vont Ah non, dire non, simplement, on ne sait pas ce que c'est, voilà, c'est une technologie très avancée, mais en aucun cas, ils ne vont dire que c'est extraterrestre. On est bien d'accord là-dessus, Manuel? non, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus. Ah, on n'est pas d'accord. Non, non, on n'est pas, non, non, on n'est pas d'accord. À l'époque du projet Blue Book, en 1900, donc fin 68, début 69, l'armée de l'air dit voilà, ces objets sont inoffensifs, ces manifestations sont inoffensives. La plupart du temps, ce sont des confusions, ce sont des phénomènes psychologiques, des méprises, des choses comme ça. Ce n'est pas dangereux, ça n'affecte pas la sécurité nationale. L'armée de l'air se désintéresse de la question. On clôt le projet Blue Book. L'armée, officiellement, ne se préoccupe plus de ça, ce qui est faux. Aujourd'hui, l'armée ne dit pas ça. L'armée dit non, on s'y intéresse très, très fortement. On a monté un projet, donc le AATIP, Programme de détection des menaces aérospatiales avancées. Donc, on a fait ça. Après, c'est la Navy qui s'en occupe. Il y a eu un nouveau projet qui a été monté. Et là, maintenant, il y a un nouveau bureau d'études qui est monté au sein du Pentagone, au sein de la Défense. Je ne sais pas si c'est la Navy qui s'en occupe ou quoi. Donc, l'armée dit on s'en occupe sérieusement. Donc, on n'est plus du tout comme du temps du projet Blue Book où Oui, mais attention. où on ferme Ouais. tout. Donc, c'est très important. Et voilà, donc on n'est pas du tout dans la même logique à l'heure actuelle que la logique du projet Blue Book. Et aussi, on ne ferme pas la porte à l'explication extraterrestre, loin de là. Bien au contraire, on commence à l'envisager. Regarde, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a dit voilà, il y a ces phénomènes, il y a le tic-tac, etc. Donc les pilotes ne sont pas des fous, ils ont observé ça, et il y a une bonne chance que ce soit extraterrestre. Avril Haines, la directrice du renseignement américain, donc qui chapeaute les agences de renseignement américains, a dit également voilà, il y a une chance, une bonne probabilité pour que ce soit extraterrestre. Donc, et qu'est-ce qu'on dit encore? Les missions sur Mars, par exemple, disent, je ne sais plus qui disait ça, donc c'était un responsable d'un rover lunaire d'une mission martienne, qui disait, voilà, dans les années à venir, il est très fortement probable qu'on va détecter la vie sur Mars, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment l'annoncer. Donc ça, et ça, c'est dans mon bouquin, Les ovnis sur l'océan Indien, j'ai écrit ça. Donc voilà. Donc si tu veux, l'hypothèse extraterrestre est mise en avant maintenant. Et l'armée dit on s'en intéresse officiellement. Hein. C'est pas du tout comme en 1969 avec le projet Blue Book et la commission Condon. Alors oui, je ne nie pas tout ça, mais ce que je voulais dire, c'est que malgré qu'il y a eu des groupes, comment dire, créés par le Pentagone, hein, qui s'occupaient du phénomène OVNI, tout ça était resté secret jusqu'à présent. Et le nouveau groupe qui a été créé, ils ont bien précisé que toutes les informations confidentielles, importantes, tout ça, resteront, ces informations resteront dans ce groupe-là, quoi, dans cette agence du gouvernement. Les informations ne sortiront pas, ne fuiteront pas, puisque ça concerne en fait la sécurité nationale. Tu comprends ce que je veux dire? C'est par rapport à ça, Manuel. Oui, alors il y a toujours l'aspect rétro-ingénierie. Donc il y a toujours cet aspect-là. Donc on divulgue un peu, mais on divulgue pas l'essentiel. On divulgue pas quoi qu'on commence à le dire, hein, qu'on a récupéré des objets, qu'on a récupéré des épaves, on commence à le dire ça. Donc il y a quand même des avancées à ce niveau-là. Alors est-ce que ce on sont commence, disons, on commence à le dire, mais il y a quand même des zones d'ombre dans certains cas. Il y a quand même des canulars. Tu sais, avec ça commence à
ça commence à fuiter. Alors, est-ce que ça fuite? Est-ce que c'est des fuites délibérées? Est-ce que c'est pas des fuites? Est-ce que c'est de la pas désinformation? C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Bah, écoute, si moi, on dit l'armée américaine a récupéré des épaves d'OVNI, je pense pas que ce soit de la désinformation, hein. Pour moi, c'est juste de l'information de quelque chose qu'on sait, mais par contre, qu'ils ont cherché à maintenir secret pendant longtemps. Pour moi, c'est plus qu'un secret de polichinelle, ça, hein. Donc, non, je pense pas que ce soit de la désinformation à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à tout ça, donc on ne sait pas trop sur quel Bah, pied danser. Mais sur ce point-là, je pense ouais. pas que ce soit de la désinformation. Parce que tu conviendras avec moi que jusqu'à présent, jusqu'à donc 2017, l'armée américaine, enfin en tout cas l'US Air Force, reste encore actuellement muette. Ça aussi, il faut le préciser. C'est la Navy qui parle, mais l'US Air Force qui a en fait le problème entre les mains depuis très longtemps. Ce sont les premiers en fait qui ont analysé, qui ont étudié le phénomène et qui, eux, parlent très peu. Si tu analyses tout ça, tout ce qui s'est passé, on n'entend pas beaucoup l'US Air Force. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? C'est que jusqu'à présent, ils ont quand même fait beaucoup de désinformation, l'armée américaine, tu sais, Ah bah oui. à nous dire, mais non, on s'occupe pas du tout du phénomène OVNI, on a arrêté de s'en occuper, non, non, voilà, ça nous intéresse pas, tu vois, même sous Obama, on nous disait ça, on nous disait, non, non, il n'y a rien d'important, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et Oui. c'est pour ça que je te dis, quand l'armée américaine dit des choses, on ne sait pas très bien où se situe la vérité. Alors c'est bien beau si maintenant ils nous disent, tiens, il y a eu récupération, crash d'OVNI, tout ça. Est-ce qu'ils disent la vérité? Ben moi je ne sais pas, étant donné qu'ils ont menti par le passé. Non, mais après, si tu veux, tu croises les données, tout ce qui est dit. Bon, si on prend l'affaire de Roswell, ils ont menti effectivement pendant très longtemps. Ils ont menti pendant très longtemps. On est d'accord. Mais si aujourd'hui ils disent que, alors effectivement, c'est peut-être pas l'US Air Force qui parle, mais si on dit qu'ils ont récupéré une épave, tu as des centaines de témoignages de gens qui confirment par affidavit, par serment, Ah oui, oui, etc., qu'ils oui. ont vu les trucs. Donc c'est pour ça que je dis c'est un secret de polichinelle. D'accord, Maintenant, oui, oui. on a un secret sur un événement qui est tellement documenté que c'est presque absurde de dire que ça n'existe pas, quoi. Donc, Oui, ce que je veux dire par là, c'est… Roswell, tu cites un bon exemple. Pour moi, c'est un cas solide parce qu'il y a Hmm. beaucoup de témoins. Tu vois, il y a énormément de témoins. Mais si on prend un autre exemple, le cas de Trinity, il n'y a qu'un seul témoin en vie. Et pour moi, c'est un canular. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas dans cette émission-là, parce que ce serait trop long. Et puis, j'en ai parlé dans d'autres émissions. Et d'ailleurs, je t'invite à consulter les émissions dans lesquelles j'ai parlé de ça. Tu sais, avec des preuves comme quoi les témoins avaient écrit en fait un livre à leur compte avant en fait la sortie du livre de Jacques Vallée et dans Ouais, je lequel sais, j'ai lu tout ça, oui, oui. et dans lequel les témoins en fait n'ont fait que se contredire tout au long de leur livre. Tu sais, le livre qu'ils ont sorti eux-mêmes avec pour titre à la fin Zone 51, un titre qui a absolument rien à voir avec le crash de Hmm. Trinity, mais bon, ça c'est les témoins de l'époque. Bon, et tu vois, ce que je voulais dire, c'est que autant moi je suis d'accord pour dire que Roswell c'est un cas extrêmement solide avec beaucoup de témoins, mais alors Trinity pour moi c'est tout à fait autre chose. Tu Je vois, suis d'accord. et d'ailleurs, J'ai lu le livre et je suis assez dubitatif également. Je ne sais ah, pas trop quoi en penser. C'est vrai que il y a beaucoup de choses un peu curieuses dans ce livre. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis assez dubitatif pour te dire. Ouais, je crois pas ça sur parole en fait. oui, et en plus de ça, l'armée américaine elle-même ne confirme pas ce crash, alors que tu vois, elle a plutôt eu tendance jusqu'à présent à essayer de désinformer le crash de Roswell, tout ça, tu vois, à mettre des bâtons dans les roues. Mais en ce qui concerne Trinity, bon, disons-le clairement, tout le monde s'en fout, quoi. Le gouvernement américain sait très bien que c'est un canular et donc n'a même pas besoin de désinformer puisque le cas, comment dire, s'autodétruit, c'est-à-dire par les Bon, témoins eux-mêmes. je ne sais pas si on peut être aussi affirmatif, mais c'est vrai qu'il est, enfin, de mon point de vue, il est beaucoup moins solide que Roswell, des choses comme ça. Et c'est un euphémisme quand je dis ça, hein. Donc oui, Oui. mais il faut attendre et voir un petit peu ce qui va en sortir. Je ne sais pas si on Ah peut mais être bien catégorique comme sûr, ça. par exemple, un exemple tout simple. Moi, j'attends qu'on me prouve
l'identité du pilote. Tu sais, on parle d'un pilote dans ce livre qui aurait survolé la zone, tout ça. Eh bien, je ne connais pas le nom du pilote, je ne sais pas s'il est encore en vie. Peut-on le retrouver? Voilà, il faudrait déjà cette source-là. Ce témoignage-là serait déjà très important pour que le cas soit pris au sérieux. Parce que voilà, le gros problème dans cette affaire, c'est surtout le livre qu'ont écrit les témoins. Et aussi l'enquête qu'avait fait Donald Smith et Tom Carey, tu sais, les chercheurs américains que j'ai d'ailleurs reçus dans l'émission. Tu sais, je les avais reçus dans l'émission il y a quelques années de ça. Et bon, moi, je te dis très honnêtement, hein, c'est pas du tout des désinformateurs, c'est pas des mecs qui travaillent pour l'armée, qui ont attaqué Jacques Vallée, tout ça. Non, non. Ces gars-là disent la vérité simplement, c'est-à-dire qu'ils ont reçu ce témoin, ou je crois les deux témoins, de mémoire, je crois qu'ils avaient reçu les deux témoins. Et ces gens-là ont raconté absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent maintenant, en tout cas le dernier témoin en vie, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il racontait il y a 25 ans aux deux chercheurs américains. Donc tu vois que il y a quand même des choses, et puis c'est étrange que comment se fait-il qu'un des deux témoins avait une cousine qui était la femme du shérif de Socorro, tu sais, le cas de Socorro. Oui. Bon, ça peut être une coïncidence, hein, ça veut pas dire chose. Moi, ce qui m'a gêné dans le livre, c'est certaines choses. Bon, ce qui m'a gêné déjà, c'est que je trouve que c'est un livre qui est difficile à lire. Il y a plein, je sais pas s'il a été écrit en anglais, il a été traduit en français, je sais pas de quelle manière il a été traduit, mais il y a plein de répétitions, donc il est très difficile à lire en fait, enfin, de mon point de vue en tout cas. Et il y a des choses, il faudrait que je le relise en fait, parce que il y a des choses qui m'ont paru bizarres. Il y a peut-être l'explication, je l'ai peut-être lu trop vite, mais par exemple, quand la jeune femme, alors je ne sais plus quel est son lien de parenté exactement avec les deux témoins principaux, elle dit qu'elle touche des fibres, donc des fibres dont il se sert pour faire des guirlandes, etc., et que ça lui pique les mains, c'est un petit peu comme je sais pas, des fibres de barbarie, comme s'il y a des petites aiguilles, et aucun des autres témoins, dans ce qu'ils racontent, des témoins principaux, ne disent ça. Donc déjà là, il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres, quoi. Donc oui, et puis surtout, tu sais, en fait, donc je sais pas si tu as lu le document de Donald Schmitz. Non, j'ai pas lu, non. Non. Et alors, il a sorti un document avec un rapport du MUFON qui, à l'époque, en fait, a conclu au canular déjà, tu sais. Et ça, malheureusement, c'est la vérité. Et pourtant, beaucoup de gens veulent le nier, sont dans le déni. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui fait rêver aussi. Et surtout parce que c'est Jacques Vallée qui en parle. Oui, c'est bien ça sûr, aussi. bien sûr. Et du coup, ça prête, c'est, comment dire, c'est gênant parce que. C'est une caution, ouais. Jacques Vallée, c'est la caution scientifique, quoi. Mais bon, Et bien voilà. sûr, c'est le pape de l'ufologie, tu vois, c'est notre plus grand ufologue mondial, c'est la personne qu'on a toujours eu envie d'écouter, de suivre, de lire ses livres, tout ça, et qui était resté dans l'ombre de longues années, et qui maintenant sort de sa tanière pour nous raconter une histoire complètement, tu vois, fragile, si je puis dire. Rocambolesque, on pourrait dire. À prendre avec des pincettes, oui, c'est sûr. Et dans ce texte, ce rapport, tu as Donald Schmitz qui explique tout au long que en fait tout a été pompé sur le cas de Roswell. Tu sais, comme c'est eux les auteurs, en fait, Donald Schmitz et Tom Carey, ce sont les enquêteurs de Roswell. Ça, je ne sais pas si tu sais ça. Si, oui. Là. Et donc, ils se sont aperçus que les témoins, dans leur livre, le premier livre qui était sorti en 2011, figure-toi qu'ils avaient carrément pompé des passages du livre des chercheurs. Tu sais, avec, comme tu disais tout à l'heure, les fibres, ces choses-là, tout ça. Même les aliens, tout pompé de A à Z, du copier-coller. D'accord. Et c'est là que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment on peut prendre ce cas au sérieux quand on sait que ça a été pompé? Enfin, tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, en fait. C'est dommage, mais en même temps, pour moi, c'est pas tout à fait de la faute de Jacques Vallée. Bon, même si
Bon, on attendait quand même plus de Jacques Vallée, étant donné qu'il a une grande réputation. On pensait qu'il allait faire une grande enquête, qu'il allait vérifier vraiment, qu'il allait déterminer si c'était du lard ou du cochon. Mais dans cette histoire, avant tout, c'est venu de Paola Harris. Et quand on connaît Paola Harris, eh bien, tout s'effondre. Voilà. Moi, j'ai reçu Paola Harris. Et puis, avec ces histoires d'extraterrestres en photo, tu sais, avec des photos floues d'extraterrestres, des choses comme ça, mais je suis désolé, Paola Harris raconte absolument n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, tu vois, et c'est ça qui. Ça. Parce que il y a des cas très solides et en même temps, il y a des canulars. Et ça aussi, je pense qu'il faut en parler. Il ne faut pas le Ouais. nier, il ne faut pas le cacher. Il faut savoir aussi reconnaître qu'en ufologie, il y a quand même, alors comme tu disais tout à l'heure, c'est rare, mais il y a quand même des canulars. Oui, 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 bien sûr. Ouais, on peut citer celui de Sergi Pontoise en 1979 avec Fontaine, Prévost et Ndiaye. Oui, il y Ah a oui, ce genre ça de choses. aussi. Ça aussi. Mm. Et d'ailleurs, Vallée avait enquêté là-dessus aussi à l'époque. Vallée avait enquêté. Oui. Il avait conclu à une manipulation d'un service secret à des fins socio-psychologiques, en fait, pour évaluer les implications, les impacts, les conséquences socio-psychologiques, en fait. Ça Ah, reste très, très ouais. hypothétique. Ouais. Ouais. C'est vrai. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, quand tu disais, tu parlais de Vallée et puis du GEPAN, peu de gens le savent, mais Vallée est consultant pour le GEPAN, on est bien d'accord. Vallée participe régulièrement aux ateliers du GEPAN, les ateliers KEPAN. Vallée a rédigé des analyses statistiques avec Claude Poher en son temps au début du GEPAN. Oui, Vallée collabore effectivement régulièrement avec le GEPAN pour différentes études. Oui. Et du coup, je serais extrêmement curieux de savoir ce que pense le GEPAN de ce cas Trinity. Étant donné que le GEPAN a cette réputation de sceptique, à ton avis, que pense le GEPAN de ce cas Trinity? Ouais. Alors, j'en sais rien, mais par contre, je sais que si tu vas lire Nexus, j'ai rédigé un article sur la désinformation du GEPAN. Et pour moi, le GEPAN actuel, depuis 2010, fait de la désinformation. Réductrice, hein, on va dire, réduit les cas. Pour quelles raisons? Bah, moi, j'ai mon point de vue, j'ai mon idée. Hein. Moi, je pense que c'est par rapport à cette fameuse vague qui passe inaperçue dans les médias, mais qui est réelle. Le GEPAN cherche à tempérer l'opinion publique, disons, les débordements qu'on pourrait avoir face à cette question. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des vagues, on cherche à tempérer l'intérêt du public, enfin, en tout cas, à faire baisser l'intérêt du public pour éviter tout Ouais. débordement, hein, ce genre de choses. Donc, le GEPAN, comme par hasard, depuis 2010, réduit considérablement tous les cas à une politique de réduction des cas qui est délibérée, en fait. Donc, voilà, Alors, du coup, on pourrait se poser la question, étant donné qu'on connaît la proximité entre Jacques Vallée et le GEPAN, on peut se poser la question, je pense naturellement, est-ce que Jacques Vallée pourrait désinformer? C'est une question à se poser. Eh bien, écoute, je ne vais pas te répondre ouvertement, j'ai mon point de vue. Lis mon livre OVNI sur la France, ma thèse, et tu verras que j'en parle beaucoup de cette question-là. Ah. Donc voilà, donc dans OVNI sur la France, tome 1 et 2, j'en parle beaucoup. J'ai mon point de vue qui ne plaira pas à tout le monde, mais il est écrit dedans. Ah, et tu parles de Jacques Vallée aussi Et dedans? je parle de Jacques Vallée, je m'appuie sur une analyse historique, hein, sur notamment l'analyse de Jacques Vallée, son parcours et ses changements de point de vue par rapport au phénomène OVNI. Et comment ça a été perçu dans la communauté ufologique à l'époque, notamment par les membres du GEPA, hein, l'ingénieur René Fouéré, qui en a fait un commentaire assez acide. Donc tout ça, c'est dans mon bouquin, Ah, sublime. mais j'ai pas envie d'en parler comme ça ouvertement. Ah ben non, il faut lire le livre, tout simplement. Voilà, C'est fait pour. voilà. Et donc, alors, pour conclure cette émission et donc résumer, alors toi, tu dis que une divulgation officielle, non, il faut pas rêver, ça viendra pas. Par contre, nous sommes quand même sortis de plusieurs vagues très importantes et que c'est pour ça que les journalistes parlent du sujet plutôt sérieusement
Et maintenant, à quoi faut-il s'attendre alors pour terminer cette émission à quoi doit-on s'attendre comme disait le rapport Cometa, tu vois? Eh bien, j'en ai aucune idée et la seule chose que je peux dire, c'est que la seule chose que je peux dire, hein, dont je suis, disons, de plus en plus convaincu, c'est que la réalité dépasse souvent la fiction. Au Mmh. fur et à mesure que j'avance dans mes études là-dessus, sur la question, je me rends compte que ce qui, il y a 15 ans, était pour moi de la totale fiction, ben, finalement, ça n'en est peut-être pas. Et il faut garder l'esprit ouvert et peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises et de nos grandes surprises, en fait. Voilà, donc on Voilà. terminera là-dessus et je te remercie, c'était vraiment passionnant. Je rappelle le titre de ton livre, Les ovnis dans l'océan Indien et on peut le trouver chez JMG, donc sur, Amazon, Voilà, la voilà, Fnac, Amazon, la Fnac, JMG, voilà, il est assez un disponible. peu partout. Voilà. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci Manuel. Merci Olivier, merci à toi. Au revoir. Au revoir.